Bonjour tout le monde, bonjour Mbo Salama, bonjour Faten, bonjour Fatima, bonjour Pancras Djoussegbe, bonjour Patrick Félix Abeli, bonjour Victor Ekoua, Richard Tanguebois. Bonjour à tous et ça fait plaisir de se retrouver entre collègues, journalistes et de parler de notre métier. Merci aux confrères, aux consoeurs qui participent à ce café virtuel du Forum de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes CFJ qui est basé à Washington. Alors, comment ça va se passer? C'est un café virtuel, ce qui veut dire que tout le monde aura droit à la parole, tout le monde peut poser des questions. Ça va être vraiment des échanges entre collègues. Mais pour que tout soit harmonieux, si quelqu'un souhaite prendre la parole, qu'il lève la main en appuyant sur l'icône de main qui devra apparaître dans le coin supérieur gauche de son écran. Lorsque vous n'avez pas la parole, vous devez désactiver votre microphone en effectuant simplement un clic gauche dans le panneau de contrôle des paramètres audio pour éviter des bruits, pour éviter qu'il y ait des bruits sonores et surtout pour permettre à celui qui parle de bien se faire entendre. Ce café est aussi une occasion de rencontre. Donc, lorsque vous prenez la parole, prière, vous présentez pour permettre à ceux qui ne vous connaissent pas de vous découvrir, de savoir qui parle. D'abord, moi, pour commencer, je suis Kossi Balao, je suis le directeur du forum de reportage sur les crises mondiales qui organise ce café. Alors, de quoi va-t-on discuter? De la participation, de la faible participation des journalistes francophones au webinaire et aussi de la question de la place de l'anglais chez les journalistes francophones. C'est vrai que ce fut un débat il y a 1 ou 2 semaines dans le groupe WhatsApp et il y a eu plusieurs échanges également et c'était vraiment un débat passionné avec beaucoup de réactions. Les réactions étaient plurielles. Alors aujourd'hui, on va se parler face à face avec des cafés. Je ne sais pas si M. Pancras en face de moi a son verre de jus ou son café, je ne sais pas, mais bien le mien à côté, je vais prendre tout à l'heure euh, mon café. Alors, l'idée de ce café, il est né de la question d'un membre de notre forum qui a posé la question. C'était le 7 août 2023. Il participait à un webinaire en anglais et pour ce webinaire, il a pu constater qu'il y avait par moins de 700 participants. Alors, il a posé la question, pourquoi chez nous, les francophones, la mobilisation est toujours faible lors des webinaires? Et le constat était partagé également par un autre confrère que je ne vais pas citer ici, j'espère qu'il est là, non, il n'est pas encore connecté, et qui aussi organise des webinaires à la fois pour les journalistes francophones et anglophones. Et il a partagé ce constat et il disait effectivement que lorsqu'il organise des événements, pour les journalistes francophones, parfois, il est lui-même désarçonné, il remarque qu'ils ne sont pas là. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir discuter de tout ça. Pourquoi les journalistes francophones ne sont pas assez nombreux au webinaire? Est-ce que c'est parce que les sujets ne sont pas intéressants? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Est-ce que c'est les soucis qui sont liés à la connexion Internet, aux coupures aussi d'électricité qui sont très fréquentes? Alors, pour commencer, puisque c'est un café, je ne vais pas prendre la parole durant les 1 heure de discussion. Je vais pouvoir donner l'occasion, la possibilité à d'autres aussi de pouvoir s'exprimer. Mais avant de commencer, j'ai une question pour M. Pancras qui est là et lui demander, est-ce que vous êtes déjà arrivé, Pancras, si on le fait comme ça, c'est pas bien. Je pense que c'est mieux de structurer le webinaire. Commencer d'abord par la faible participation des journalistes au webinaire et dans la seconde partie, de parler maintenant de la place de l'anglais. Alors, ma première question pour toi, depuis la survenue de la pandémie du COVID-19 c'est vrai en décembre 2019, mais déjà en décembre 2000, en janvier 2020, dites-nous, vous avez participé à plusieurs webinaires. Lequel? Je parle des webinaires francophones, bien sûr. Lequel de ces webinaires vous a le plus attiré ou intéressé? Lequel vous a été le plus bénéfique? Je sais que vous avez participé à un bon nombre de webinaires. Je ne sais pas si vous avez une idée, peut-être si c'est 100 webinaires à ce jour, c'est 200 webinaires, c'est 300 webinaires. Mais quel souvenir gardez-vous d'un webinaire particulier qui vous a marqué, M. Pancras? Aussi, bonjour et bonjour aux confrères ainsi qu'aux aînés qui nous suivent aujourd'hui.
Merci de me présenter comme un féru des webinaires. C'est vrai que si l'on doit commencer par égrener le chapelet de webinaires, ça serait un peu complexe. Je me souviens d'un webinaire organisé par ICFJ qui était basé sur les podcasts, animé par une consoeur. Tina Je me Abelia rappelle, Sinatou. je n'étais même pas dans mon pays quand je suivais. En réalité, je participais à un atelier média de la Konrad Adenauer quand, à l'heure de la pause, j'ai rapidement viré pour suivre ce webinaire-là, qui était quand même très intéressant et qui m'intéressait particulièrement parce que justement, je développais un projet de podcast basé sur la démystification du jargon quand on parle d'environnement, quand on parle de climat. Bonjour, Monsieur Patrick Félix Abeli. Pour ceux qui viennent de nous... Bonjour, bonjour Kossi. Bonjour, vous comment, m'entendez? on vous entend pas, ça te dérange pas, hein, c'est une café, hein, je vais tout droit en te tutoyant, est-ce que ça marche pour toi? Sans problème. Alors, parfait. Comment tu vas? Non, on est bien portant. On est bien Très, très bien portant portant. au rythme de la RDC. Là, on a l'habitude de dire entre nous, je sais que tout le monde écoute, la RDC, c'est tout un continent, tu vois, ça fait plus de 10 fois mon pays, le Togo. Ouais, Dites-nous, justement, tout un alors, continent. Vous n'allez pas alors, vous imaginer. Mais néanmoins, on est là. On est là. alors, dites-nous, monsieur Patrick Félix, vous, quel webinaire vous a le plus marqué depuis que vous participez à des webinaires? Est-ce que vous avez une idée de combien de webinaires auxquels vous avez déjà participé? Est-ce que ça peut se chiffrer déjà à 5 ou 10 ou c'est au-delà? Non, non, non. Merci. Merci beaucoup pour la question. Les webinaires, je salue d'abord votre initiative, hein. Je salue votre initiative qui permet quand même de nous mettre en réseau, de nous familiariser et au-delà de ça, de partager également des opportunités entre nous. C'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Votre courage, votre abnégation, votre détermination, le fait de pouvoir rassembler des milliers de journalistes francophones pour essayer de partager sur l'expérience, l'exercice du métier de par nos pays respectifs. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai été un peu intéressé par les webinaires ayant trait à la production de podcasts. Vous savez, moi, je suis journaliste multimédia. J'ai eu à travailler dans l'audiovisuel depuis quelques années. Au-delà de ça, avec les nouvelles technologies de l'information, on a vite capitalisé aussi l'opportunité de travailler aussi en ligne. Vous savez, le journalisme digital, c'est aussi une nouvelle opportunité qui est en train de se développer, quand bien même dans les contextes congolais, les choses ne sont pas encore prises au sérieux parce qu'il faut une certaine réglementation pour que les choses se passent à Monsieur la Patrick normale. Souffré, que je vous interromps tout de suite. Dites-nous, c'est le même webinaire organisé par l'ICFJ, le Forum francophone. Oui, c'est bien celui-là. C'est le webinaire organisé par l'ICFG. Alors, depuis lors, on a eu quand même de l'inspiration parce que quand on travaille en ligne, il faut des créations, hein, il faut une créativité. Et on s'était rendu compte qu'avec la production de podcasts, on fait se faire un nom. Et c'était une opportunité qui était bonne pour nous de pouvoir l'exploiter. C'est pour cela, depuis lors, ce webinaire m'avait marqué. Et je m'étais dit que je pourrais... Vous m'entendez, hein? Il y a Oui, des bruits. Ouais. oui, il y a des bruits. Je C'est ce que nous m'étais dit demandons. que S'il vous c'est... plaît, chers confrères, si vous n'avez pas la parole, désactivez votre micro pour permettre à celui qui s'exprime de bien se faire entendre, que sa voix puisse être audible. Monsieur Patrick Félix, merci pour ce partage d'expérience de ce webinaire qui vous a particulièrement marqué. Alors, je pense qu'on ne va pas perdre le temps à parler des webinaires, mais à plutôt parler de l'intérêt des journalistes pour les webinaires, de savoir pourquoi, en fait, chez nous, les journalistes francophones ne participent pas assez aux webinaires, pourquoi ils ne sont pas nombreux.
dans le groupe WhatsApp où ces discussions ont eu lieu il y a 2 semaines, je me rappelle avoir partagé mon expérience sur le webinaire que j'ai organisé sur en quoi les mathématiques peuvent être utiles aux journalistes. Je racontais toute la difficulté pour ce webinaire, par exemple, que j'estimais très intéressant et très utile pour les journalistes parce que aujourd'hui, ils sont appelés à fouiller dans les données, à analyser les données, à se jeter, se plonger dans des méga données. Et les journalistes, s'ils avaient des compétences mathématiques, cela pourrait vraiment les aider de pouvoir mieux analyser, mieux interpréter les chiffres, les courbes. Mais pour ce webinaire, je ne vous dis pas, le nombre de participations était vraiment, vraiment faible. Est-ce que c'est parce que parfois le sujet n'est pas intéressant pour les journalistes ou est-ce qu'il y aurait d'autres raisons? Donc, je pense que c'est de cela qu'on va parler. Pourquoi il n'y a pas vraiment… Est-ce que d'abord, c'est un constat partagé par tous que les journalistes, c'est pas… les journalistes sont à la barre. Hein. Est-ce que c'est vrai qu'ils ne participent pas assez ou c'est juste, tu vois, quelques exceptions, c'est assez relatif? Alors, Pancrate, pour commencer, mais je rappelle que tout le monde a droit à la parole. Alors, si vous souhaitez prendre la parole, levez la main, tout simplement. Vous avez l'icône réaction en bas de votre écran. Appuyez, effectuez un clic gauche sur l'icône et puis cliquez sur lever la main afin que je vous donne la parole. Si on le fait, tout sera vraiment harmonieux et ça risque d'éviter que tout le monde parle à la fois. Alors, Pancrate, pour commencer, dites-nous, est-ce que c'est vrai que les journalistes francophones, cette accusation qu'on leur porte, est-ce qu'elle est justifiée? Le fait que nous soyons rassemblés cet après-midi prouve à suffisance que c'est une problématique actuelle qui nous touche beaucoup. Quand nous parlons de faible mobilisation, quand nous parlons de mobilisation des journalistes francophones à des webinaires qui, je le rappelle, sont en réalité des rencontres au cours desquelles l'on se fait former, l'on reçoit des connaissances, l'on partage aussi des connaissances, l'on éprouve la réflexion et l'on fait progresser justement ces compétences. Lorsque nous parlons de mobilisation à ces webinaires-là, nous parlons d'intérêt des journalistes francophones pour les webinaires et les autres opportunités. Et pour pouvoir identifier son intérêt pour un webinaire donné en fonction du thème, de la thématique, il faut déjà que cet intérêt soit en lien avec un objectif. Et les objectifs, dans le cadre qui nous regroupe aussi, ces objectifs mis ensemble forment ce qu'on appelle le plan de carrière. Et c'est justement là que je voudrais appuyer sur l'accélérateur. Je rappelle que la problématique dont nous discutons est multifactorielle. Les éléments dépendent d'un journaliste à un autre ou d'une communauté de journalistes à un autre. Qu'à cela ne tient, il est objectif de voir si il y a quand même quelques éléments sur lesquels on peut appuyer, quelques éléments communs pour lesquels on peut trouver des solutions. Donc, je parlais du plan de carrière. Il m'est arrivé de discuter avec beaucoup de journalistes, pas seulement dans mon pays, mais aussi à l'extérieur. Et j'ai compris qu'en réalité, pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, que je maîtrise un peu, j'ai compris que les journalistes n'ont pas forcément, de manière très ancrée, la notion du plan de carrière. Alors même que c'est cette notion du plan de carrière qui vous permet, à un moment donné, de pouvoir définir les objectifs à court, à moyen et à long terme. Des objectifs dont vous arrivez à définir les implications. Des objectifs qui permettent à un moment donné de savoir qu'à tel niveau, il faut profiter de tel webinaire ou de tel webinaire, de telle opportunité ou de telle autre opportunité pour pouvoir progresser. Mais malheureusement, la question du plan de carrière n'est pas forcément évoquée dans notre contexte. C'est l'un des, j'ai envie de dire, c'est l'un des éléments que j'identifie réellement qui freinent justement la mobilisation des journalistes francophones à ces rencontres-là, à ces webinaires. J'aurais bien voulu vous décrire le quotidien d'un journaliste béninois, pas tous les journalistes, mais de certains journalistes béninois pour que vous puissiez comprendre réellement que l'environnement dans lequel nous évoluons ne donne pas toujours, en tout cas, fait oublier rapidement la nécessité de pouvoir planifier réellement sa carrière et donc de pouvoir comprendre que la participation à ces rencontres intellectuelles, parfois de très haut niveau, permet justement de progresser en compétences
et d'être plutôt apte à pouvoir saisir certaines opportunités. Qu'à cela ne tienne, je m'abstiens de le faire pour pouvoir passer la parole à une autre personne. Peut-être que vous me donnerez ensuite la parole pour vous décrire en tout cas un pan du quotidien d'un journaliste béninois pour vous aider à comprendre que l'environnement est parfois très hostile à ce qu'on puisse penser véritablement à un plan de carrière. Merci beaucoup pour cette réponse. C'est vrai que vous aurez encore une fois la parole. Je vois M. Kennedy qui a levé la main. Bonjour Kennedy. Bonjour Elon, bonjour Patrick, bonjour Pancras et Gloria. Kennedy nous Merci parle de beaucoup. la RDC ou du Mali? Non, je parle de la RDC. Ah, d'accord. Ok, je suis très intéressé par la problématique qui est soulevée dans ce webinaire. Mais d'ores et déjà, il faut partir du constat. Nous sommes 4 formellement en ligne là, et Gloria est en train de disparaître et de revenir, disparaître et revenir. Donc, vous voyez déjà sur les faits, sur la question de la forme, comment c'est un peu difficile avec les journalistes francophones parce que généralement dans les pays francophones, Internet est un grand problème. Moi, j'ai eu vent de ces webinaires par un collègue, Umbo Salama, qui devait être panéliste, mais il n'est pas en ligne. Vous vous rendez compte? En ce moment, il n'est pas en ligne. Ça veut dire qu'il a la difficulté peut-être de se connecter ou, bon, je ne sais pas. Bon, donc, la Bon, première chose... il vient de nous rejoindre quand même. OK. Oui. OK. Merci. Donc, j'étais en train de dire que je pense qu'il y a deux choses importantes qu'il faut prendre en considération sur la question de la participation. Parce que vous avez dit qu'on va éclater en deux choses. On va parler de l'anglais après, mais on commence par la participation. Donc, pour la participation, il y a deux choses. La première chose, la première cause, elle est matérielle. Ça veut dire c'est l'accès à l'outil. Dans l'outil, je vois donc un bon ordinateur ou un bon téléphone qui ensuite est lié à la possibilité de se connecter à Internet. Cela limite énormément, n'est-ce pas, l'accès au webinaire. Mais il y a aussi la question du fond. La question du fond, c'est est-ce que la question du webinaire m'intéresse? On a toujours les offres des webinaires, mais on n'est pas toujours intéressé par chaque webinaire. Parce que sinon, je ne vais pas gâter mon temps, parce que simplement, il faut que je participe à un webinaire. Ce n'est pas un concours où il faut avoir participé à 100 webinaires ou à 1000 webinaires. Donc, je vois, est-ce que la question, elle est intéressante pour moi pour que je puisse y consacrer du temps et des moyens, c'est très important. Et des moyens, ce n'est pas seulement du temps, c'est des moyens. Vous devez acheter Internet, vous devez avoir votre tasse de jus ou des cafés, comme vous avez dit. C'est des moyens qu'il faut consacrer. Donc, est-ce que le sujet est intéressant? Ça, c'est sur la question du fond. Et si c'est intéressant, je peux dire, oui, mais quand même, c'est très intéressant, je peux y consacrer. Mais en parlant du fond, je vais quand même m'hazarder parce qu'il y a d'autres webinaires où vous allez participer, vous vous rendez compte, soit que celui qui a convoqué, il confisque la parole, vous allez la demander 2 fois, vous n'allez pas parler, vous dites, mais à la fin. Bon, ou à la limite, il est en train de raconter sa vie, alors que ce n'est pas le thème, il raconte sa vie, il vous raconte comment il a passé sa journée et tout ça, vous dites, ah, mais pourquoi je me suis inscrit? Donc, et la dernière chose, c'est que il faut la prendre très au sérieux, c'est qu'après les webinaires, souvent, ça devient comme cette série d'ateliers de formation-là. C'est-à-dire, on commence quelque chose ensemble, on finit et puis au revoir, c'est terminé. Chacun rentre dans ses histoires, on perd la connexion. Or, les choses qui réussissent, c'est de maintenir cette cohésion. Ça veut dire que je sache que, donc, j'ai un ami au Togo et que si par bon hasard j'arrive au Togo, je vais faire un petit signe que voilà, je suis au Togo. Est-ce qu'on peut maintenant boire ces cafés-là cette fois-ci à live ensemble? Ou bien voilà, je suis au Mali, mais souvent ça s'arrête comme on va finir ici et chacun va dire ok, bye bye, on a passé du bon moment, on a raconté, on a rigolé, c'est bien. Donc ce sont des petits aspects qui font que généralement, les journalistes semblent, francophones, de la zone francophone, semblent, c'est pas vraiment qu'ils ne sont pas intéressés, ils sont intéressés, mais ils sont liés par des contraintes matérielles, comme j'ai dit au début, et des contraintes sur le fond. Et ça, je pense que si on travaille sur le 2, il y a une possibilité. Mais je conclue mon propos par, je souligne vraiment la question de quel est le sujet du webinaire. Tant que le sujet n'est pas intéressant, par exemple, bon, aujourd'hui en journalisme, typiquement en Afrique,
on est très branché sur les questions de l'environnement. Je ne sais pas si c'est la tendance ou quoi, mais bon, c'est vraiment la tendance. Alors, si vous allez sur un sujet qui frôle ça, c'est possible que vous allez voir quand même qu'il y a des gens qui vont s'intéresser. Mais si vous venez avec un webinaire, un sujet dans un webinaire où vous voulez parler, je ne sais pas, de l'industrialisation de l'espace, ou je ne sais pas, là, les fusées et tout ça, bon, assurez-vous que vous allez vous retrouver en deux ou parfois seul, parce que les sujets, quelqu'un va dire, bon, ok, dans mon pays, là, bon, fusée, bon, ça change, comment je le vois? Même si pour nous, les journalistes, il est très important. Moi, si je trouve un sujet pareil, je serai très accroché parce que je vais être parmi les premiers à avoir quand même une nouvelle formation sur des questions de demain. Parce que les questions du journalisme, comme vous le savez comme moi, c'est chafaude, c'est-à-dire qu'on est interconnecté. Quelqu'un peut dire, oui, mais fusée, ça n'a rien à foutre. Oui, mais à la fin, on ne peut pas parler de fusée et oublier l'environnement. Parce que quand on lance une fusée, la fumée que ce truc-là émet pour polluer, c'est la folie. C'est l'équivalent je lis quelque part, c'est l'équivalent d'à peu près 10 000 avions qui décollent. Donc, pour une fusée qui est lancée. Donc, si je suis intéressé par la question de l'environnement, mais est-ce que dans mon sujet, je peux dire, bon, comme la tendance aujourd'hui, c'est l'environnement, est-ce que dans mon sujet, même si c'est astronomique, je peux ajouter un mot qui va quand même rappeler les journalistes qui sont intéressés sur la question de l'environnement. Donc, voilà à peu près ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette contribution, M. Kennedy. Vous avez, dans vos propos au tout début, cité Mada Gloria Mpanga et aussi Umbo Salama, qui sont là et qui vont prendre la parole à la suite de vos propos. Alors, je souhaite d'abord la passer à Gloria. On n'a pas encore écouté une voix féminine depuis le début, donc Gloria, bonjour. Alors, bonjour aussi, bonjour à tous. Comment tu vas? Oui, ça va. Je dois avouer que j'ai fait face à un sérieux problème de connexion Internet aujourd'hui. Donc, vous confirmez les propos de Kennedy? Oui, je confirme ces propos en même temps et aussi, il faut dire que l'environnement dans lequel je suis ne me permet pas vraiment d'être là face à la caméra. Alors, sinon, je confirme ces propos, mais être là, je suis là. Mais à un moment, j'ai connu un problème de connexion Internet, qui est d'ailleurs un problème important à souligner dans notre environnement francophone. Il arrive qu'on ait mentionné le programme de prendre part à un webinaire, mais après, c'est la connexion Internet qui pose problème et tout. Donc, déjà qu'on utilise, déjà que nos réseaux de télécommunications, même s'ils nous promettent d'arranger tout ça, mais s'ils ne le font pas, on ne peut pas non plus les arrêter, on n'est que journaliste. Alors, il y a un problème d'ordre organisationnel aussi. Vous savez, les conditions de travail dans notre monde francophone sont quand même compliquées, il faut le dire. Parmi nous, il y a des journalistes indépendants, il y a des journalistes salariés. Et déjà que personnellement, avant de prendre part à ces webinaires, j'ai été convoquée d'urgence. Donc, il y a eu une réunion et tout. Je suis dans mon milieu de travail. C'est mon chef qui m'appelle, je ne peux pas refuser. Donc, j'étais sur le point de décliner donc, ma participation à ce webinaire. Donc, il faut toujours prendre en compte aussi ces aspects et même aussi, vous allez constater que le taux d'enregistrement à la participation et ceux qui participent par la suite, il y a toujours un écart. Donc, le jour même du webinaire, il y a toujours une raison qui arrive et puis après, on décline. Il y a, Kennedy l'a souligné, un problème des sujets. Ben, je dois être sincère. Moi-même, quand j'avais vu, par exemple, un webinaire de l'ICFJ sur les mathématiques, j'avais même pressenti que là, il y aura moins de journalistes. Personnellement, quand je travaille sur des sujets qui demandent à ce que je fasse recours aux données, ben, je consulte carrément un autre journaliste qui maîtrise la matière parce que pour moi, les mathématiques, c'est vraiment une bête noire. Donc, voilà. Voilà, donc je dois quand même l'avouer. Et du coup, il y a des sujets comme ça et les gens n'y viennent pas. Il y a un problème d'information. L'information ne circule pas suffisamment dans le monde francophone. Beaucoup de journalistes gardent de l'information pour eux-mêmes, il faut se le dire. Surtout quand c'est une information où, à la fin, nous aurons droit, par exemple, à de la connexion à Internet, donc un remboursement de connexion à Internet, où après, il faudra postuler pour obtenir une bourse, une subvention. Alors là, des journalistes gardent pour eux, donc ils préfèrent travailler eux-mêmes, comme ça quand il y a un prix à gagner, la gloire revient à eux, et puis c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier.
Il y a aussi ceux, même s'ils ont l'information, ils ne participent pas, ils ne trouvent pas carrément de l'intérêt de participer à un webinaire. La maîtrise de l'outil informatique, la maîtrise de l'outil numérique aussi pose problème. Moi, je travaille dans une rédaction où, par exemple, pour utiliser un outil informatique, alors c'est à notre disposition, il faut toujours assister des gens, il faut toujours, voilà, il y a aussi cette volonté du journaliste à maîtriser un outil numérique ou informatique. Il y a des gens carrément qui ne savent pas comment se connecter à Zoom, mais qui sont journalistes. Oui, qui sont journalistes dans le monde francophone, ça existe. Cette information, moi, je me souviens l'avoir partagée à beaucoup de personnes que je ne vois pas d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils viendront après, mais voilà. Mais il y a quand même des gens aussi, on partage l'information, ils viennent. Il y a d'autres qui ne portent carrément pas d'intérêt au webinaire. On ne va pas les en vouloir. On ne va pas les en vouloir pour ça. Et donc, c'est tous ces paramètres qu'il faut connaître. Par exemple, moi, comment j'ai connu Ginette, c'est par mes propres recherches. Personne ne m'a jamais parlé de Ginette, personne ne m'a jamais parlé de l'ICFJ, jamais, mais par mes propres recherches. Ce n'est pas tous les journalistes qui sont capables de le faire. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis tellement habitué par le vous et le tout que voilà, je suis en train de naviguer entre deux, le vous et le tout de façon pas très appropriée, mais bon, je m'excuserai pour cela, c'est un café, tout se peut mettre. Umbo Salama, comment ça va? On ne vous entend pas, nous ne vous entendons pas bien. Le micro, il est pas un peu dans le... Voilà, là c'est parfait. Non, c'est encore reparti. Je viens de vous réactiver votre son, s'il vous plaît. On ne vous entend toujours pas. Active le son. Alors voilà, là, ça marche? Ok, ça va, merci beaucoup. Ouais. Vous avez entendu vos collègues. Et donc, par rapport... Oui. Oui, la question, c'est pourquoi il y a les webinaires suscitent peu d'engagement sur les journalistes. Je retiens cette phrase de Kennedy qui dit que parfois, il y a certains qui organisent des webinaires et qui se mettent à raconter leur vie et que les journalistes ou les participants se rendent compte finalement qu'ils perdent leur temps à écouter. Gloria aussi qui a parlé du fait que certains, ou dans le monde francophone, on ne partage pas assez l'information. Mais Gloria, il y a un contraste en fait. Vous dites avoir partagé le lien de ce café aussi avec des gens, mais vous ne les voyez pas. Donc finalement, ce n'est pas une question de partage. Je pense qu'un confrère aussi a évoqué ce point important du fait que le point sur la définition même des sujets. Quel est l'intérêt du sujet pour le journaliste? Est-ce que le webinaire discute d'un sujet vraiment qui intéresse le journaliste, qui peut lui apporter une certaine valeur ajoutée? Mais pour vous, Umbo Salama, pourquoi chez nous, les francophones, les participations au webinaire ne sont pas assez conséquentes? Oui, c'est à ce niveau. J'emboîte d'abord les pas à Pancras qui a dit que pour la plupart des cas, nous faisons des carrières sans un plan de carrière. Donc, nous sommes des journalistes sans avoir un plan. Et c'est ce qui est d'abord les premiers blocages par rapport à ces différents webinaires. Et dans le monde francophone, je pense qu'il y a aussi un autre point qu'on peut soulever et que beaucoup de journalistes, nous prenons comme des connaisseurs. Dès qu'on sait déjà manipuler un dictaphone, on sait écrire un papier de 3 ou 4 paragraphes, dès qu'on sait tenir une caméra. Et pour la plupart des cas, on a tendance à croire qu'on est déjà au sommet de la carrière. Et on oublie pour la plupart des cas que le journalisme, c'est une carrière où on doit se former chaque jour davantage. Donc, chaque jour, la personne que vous rencontrez, le terrain que vous rencontrez, les personnes et ressources que vous rencontrez, toutes ces personnes-là constituent pour vous une autre nouvelle formation que vous êtes en train de subir. Ça peut être un médecin que vous rencontrez, ça peut être un environnementaliste, ça peut être un mathématicien comme c'était le webinaire, RSA webinaire. Et donc, tous ces niveaux-là, ça fait partie des niveaux de carrière pour les journalistes. Mais dans notre monde ici, on a tendance à croire que, bon, comme je viens d'interroger un ministre ou je viens de participer à une conférence de presse du président de la République, alors cela veut dire que je suis déjà au sommet.
je n'ai plus besoin d'écouter d'autres conseils, ainsi de suite. Wow. Et ça fait qu'on est trop de blocage. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans le monde francophone, presque tous les journalistes ont tendance à développer les mêmes questions. Nous tous, nous sommes tournés vers des questions trop politiques, nous sommes tournés vers des questions de sécurité, nous sommes tournés vers des questions où il y a trop de morts, donc là où il y a des sangs. Et il y a un collègue qui disait que nous faisons pour la plupart des cas de journalisme des charognards. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous nourrir des cadavres des gens pour faire des informations. Et on oublie qu'on peut apporter un peu un plus. Et là, nous apprenons ça aussi avec beaucoup de webinaires, puisque je pense, j'ai déjà suivi beaucoup de webinaires qui m'ont déjà aidé. Mais aussi, il y a aussi un autre côté, et que les webinaires nous permettent aussi de réactualiser même les façons de faire le journalisme. Ce qu'on apprenait, il y a ce qu'on enseigne à l'université, ce qu'on apprend auprès des amis, mais dans le webinaire, il y a aussi un plus qu'on essaie un peu d'apprendre. Par exemple, avec Iginet, on a découvert comment on peut participer à des bourses, comment on peut postuler, comment on peut formuler, par exemple, des angles dans les reportages liés à l'environnement avec l'équipe de Rainforest Journalistes et de Pulitzer Center. On a déjà eu assez de webinaires dans ce sens. Et donc, il y a tous ces éléments-là qui essaient un peu de les démontrer. Mais aussi, il faut savoir ici, nous sommes aussi quelque part à une problématique de chiffres. Et donc, si vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez avoir des chiffres qui montrent, par exemple, les premiers webinaires, comment était la participation. Il y avait aussi des webinaires où il y avait concours de bourses, il y avait des mini-concours. Je peux répondre. Pour les premiers webinaires qu'on a organisés en début d'année 2020, nous étions parfois à 400 et 500 participants pour les webinaires. Nous étions en pleine pandémie. Oui. Il y avait aussi des webinaires pendant lesquels ICFJ avait proposé des mini-concours. Je pense que là aussi, le nombre avait augmenté. Mais aussi, quand on a fait le webinaire avec le Empowering Truth Information, là aussi, il y avait un nombre augmenté. Donc, il peut y avoir aussi d'autres motivations qui peuvent faire à ce que le webinaire puisse aussi susciter assez de réactions. Par exemple, beaucoup de webinaires où on va exposer comment obtenir des bourses. Comment on peut... Il y a des récents webinaires qu'on a fait avec, je pense, Mungbai et Mugabe. Il y avait, je pense, Internews, ainsi de suite. Là aussi, comme c'était proposé, comment on peut proposer des bourses, ça donnait au moins aussi des gens, le nombre qui a augmenté. Et donc, il faut qu'il y ait aussi quelque part un... trouver que, bon, avec ce webinaire, ça, je peux gagner, je peux aller jusqu'à ce niveau, comme tous les panélistes l'ont dit. Donc, il y a aussi quelque part un élément d'intérêt qui fait à ce que le webinaire puisse aussi susciter des participations. Merci beaucoup. François, vous avez demandé à prendre la parole. Vous pouvez le faire. Vous souhaitez intervenir aussi. Monsieur François Mbra de la Côte d'Ivoire. Salut. Oui, bonjour, vous me recevez? Oui, je vous entends moi de tout. Alors, très bien. Je pense que c'est le cas aussi pour les autres confrères. Depuis Boaké, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Et ce webinaire m'intéresse particulièrement parce qu'il y a eu quand même quelques webinaires auxquels je n'ai pas pu prendre part. Mais celle-là, ça m'intéresse parce que ce sujet est un sujet qui, effectivement, au niveau local, au fin fond du pays, c'est difficile pour nos confrères de participer à des webinaires. Je vous assure que j'ai partagé ce webinaire, mais si vous regardez, je ne pense pas que vous puissiez trouver un Ivoirien ou plus de 2 ou 3 personnes, parce que les gens sont en course à la recherche des perdièmes. C'est ça aussi le problème, parce que tout le monde préfère avoir son ministre, chacun a son DG, chacun a son député. Donc, on préfère suivre ces hommes politiques pour avoir les perdièmes. Donc, la plupart du temps, nous faisons du journalisme perdiémique. Deuxième élément, nos confrères ou consoeurs, la plupart du temps, sont habitués aux médias traditionnels. Vous voyez un peu avec l'évolution de la presse en ligne,
on considère plus celui qui est dans la presse traditionnelle que celui qui fait de la presse en ligne. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand vous retrouvez sur un terrain, quand la RTI, c'est-à-dire la radio-télévision, diffusion ivoirienne n'est pas encore arrivée, c'est que les journalistes ne sont pas là. On attend les journalistes, c'est ce qu'ils vont vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, c'est de petites formations, des rappels que nous devons faire à la plupart de nos aînés et les plus jeunes pour leur dire que pour concevoir une bonne carrière, ce n'est pas à partir des perdièmes, mais c'est en se formant pour que demain on puisse être encore plus opérationnel sur le terrain. C'est le premier élément. Deuxième chose, on constate aussi que quand il y a un webinaire et puis à la suite de ce webinaire, on a par exemple un concours, on a par exemple une subvention pour accompagner le journaliste à pouvoir faire des productions. Ces genres de webinaires intéressent beaucoup. Vous voyez, la dernière fois, vous avez suivi un webinaire avec Rainforest et Pulsar, certainement. Et je l'ai initié en écrivant et ils ont accepté. Mais je vous assure, il fallait d'autres confrères d'autres pays pour pouvoir relever un peu le niveau parce que nous-mêmes, associations qui les avons contactés, on avait du mal à utiliser l'outil informatique. Les gens ne savent pas utiliser Zoom pour pouvoir travailler. Alors, quand tu ne sais pas utiliser Zoom, que le webinaire se passe sur Zoom, bien évidemment, il y a des difficultés. Donc, pour moi, avant de faire la promotion des webinaires, avant de donner même que ce soit des sujets vraiment alléchants, il faut trouver une session spéciale pour apprendre aux gens comment on utilise Zoom, comment on utilise ces outils qui nous permettent d'effectivement nous connecter aux autres. Et il faut leur expliquer également que le webinaire que nous faisons, on apprend en ligne et la connaissance, c'est de façon perpétuelle. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, je connais tout, je suis là et puis j'attends que de l'argent. Donc, pour moi, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs qui fait que les webinaires, même que ce soit les webinaires en français, typiquement, mais on constate qu'il y a des difficultés. Le dernier élément que je voudrais bien évidemment souligner, c'est le fait que quand les heures de webinaire sont, je souhaite que quand il y a un webinaire en vue, on essaie de voir un peu la disponibilité. Bien évidemment, on ne peut pas tenir compte de la disponibilité de tout le monde pour pouvoir organiser ce webinaire. Mais en cours de journée, tout le monde est en train de courir ici et là. Quand vous arrivez à Abidjan, si vous ne faites pas attention que vous êtes tombé dans un embouteillage, mais le webinaire est grillé pour toujours. Vous voyez, donc, je souhaiterais aussi qu'on tienne compte de cela. On se dit que dans la soirée, c'est vrai qu'entre nous, il y a des journalistes d'investigation, des gens qui ne sont pas vraiment disponibles, mais au moins dans la soirée, s'il y a un webinaire, essayons de voir. Certainement, ça va attirer aussi de l'audience. Sinon, quand il y a des programmes de webinaire, nous partageons. Merci beaucoup. Je vois aussi Pancras et Patrick qui ont levé la main. Je vous donne la parole très, très bientôt, je vous le promets. Je voudrais voir intervenir Fatima Yassine. Dites-nous, Fatima, est-ce que tu penses aussi qu'il faut revoir l'heure? Est-ce qu'il y aurait une heure qui soit plus convenable aux confrères? D'habitude, pour notre forum, nous organisons nos webinaires, vous l'avez certainement remarqué, à midi GMT, 13h GMT, mais rarement 14h ou 16h GMT. Est-ce qu'il y aurait des heures qui seraient plus convenables ou des heures qui seraient plus propices à certains confrères? Qu'est-ce que vous proposez par Fatima aussi? Il vous était donné de proposer. Fatima, vous avez la parole, vous avez levé la main. Alors, si Fatima n'est pas encore prête, Rachidou, Zachary. Je m'appelle Fatima Yassine. Bonjour ou bien bonsoir tout le monde. Je m'appelle Fatima Yassine, journaliste, chef de rubrique société au journal As-Sahara al-Maghribiya qui appartient au groupe Le Matin.
Moi, je suis journaliste arabophone, mais le groupe, le matin, c'est un groupe français qui est un journal qui s'appelle Le Matin. C'est très connu en Afrique. Pour les webinaires, je trouve que les webinaires en français, les journalistes ne sont pas nombreuses, car par rapport aux webinaires arabophones, les journalistes ils participent beaucoup. Ça pour on, on parle des problématiques, surtout qui se ressemblent aux problématiques environnementales. Les journalistes sont très nombreux et aussi quand il y a des webinaires où il y a des motivations pour motiver les journalistes, surtout les primes ou bien les prix. On trouve les journalistes qui sont très nombreux. Il faut que les webinaires parlent des choses qui sont intéressées ou des choses qui sont parlent des problèmes qui concernent la société, la santé, l'environnement. Merci beaucoup, Fatima Yassine. Monsieur Rachidou. Je parle en français même si je suis journaliste arabophone, mais je fais des efforts pour parler en français. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Je pense que nous avons déjà excédé 45 minutes sans nous en rendre compte. Et bientôt, ce sera peut-être une dernière ou deux dernières interventions sur la faible mobilisation des journalistes. Et nous allons entamer la seconde partie. Est-ce que votre vivant en français est mal? S'il vous plaît? Est-ce que votre vivant en français est mal? Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, mais je vous donnerai encore une fois la parole, Madame Fatima. Mais Rachidou Zakari, vous avez aussi levé la main. Et pour vous, pourquoi, quelles sont les raisons, selon vous, qui justifient ou qui expliquent le fait que, alors, chez nous, les francophones, nous n'ayons pas assez de représentativité lors des webinaires, que nous ne soyons pas assez nombreux lors des webinaires? Quels sont les confrères qui ont parlé avant vous ont donné plusieurs raisons: la qualité du sujet, la mauvaise connexion parfois, les connexions qui sont défectueuses. Certains ont aussi invoqué des journalistes qui organisent des webinaires pour raconter leur vie. Nous venons d'écouter aussi une consoeur qui nous parle, qui nous offre l'expérience du monde arabophone où les gens sont plus nombreux parce que ça parle de santé, de société, des problématiques environnementales. Rachidou Zakari, selon vous, pourquoi chez nous, les francophones, les participations sont pas assez... voilà. D'accord. Merci Freddy pour la parole que tu me donnes. Alors, salut tout le monde. Heureux d'être parmi vous. Alors, mes prédécesseurs ont déjà tout dit. On parle des affaires de connexion, on parle du manque d'intérêt, du désintéressement même de la chose, en fait. Je pense que mon ami de la Côte d'Ivoire a dit quelque chose tout à l'heure qui est vraiment intéressant. Il parle des journalistes perdus. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire n'est vraiment pas loin du Togo dans ce domaine. Cela reste mon avis. Et il y a plein de journalistes, même s'il y a un webinaire tout à l'heure et on les appelle quelque part, qu'il y a un reportage ou bien un petit gombo où il va aller prendre 10 000 ou je ne sais pas moi, quelque chose.
il préfère aller là-bas parce qu'il va toucher ça rapidement. Alors que la culture en tout cas, j'ai connu quelques journalistes anglophones, la culture du journalisme n'est pas la même chose avec nous, les francophones. Et donc, je pense qu'il y a un désintéressement parce que derrière, on cherche des opportunités qu'on peut toucher rapidement, de l'argent. Alors que les webinaires aussi sont une manière pour nous d'apprendre de nouvelles choses, de tisser des relations, des connexions pour avancer dans notre carrière. Alors là se pose concrètement le problème de vision de notre métier de journaliste. Alors, je pense que pour pas trop monopoliser, c'est ce qui fait qu'on n'est pas beaucoup nombreux dans les francophones, en tout cas, nous ne sommes pas nombreux dans les webinaires sur le plan international. Mais je pense que avec ce que tu fais, et l'homme, en partageant les opportunités autour de toi, et ça va changer petit à petit. Pourquoi je le dis? Parce que j'étais dans ce lot-là, de ceux qui étaient intéressés par les reportages, mais en sortant, en collaborant avec des journalistes anglophones surtout, j'ai appris qu'on a beaucoup à gagner en participant à des webinaires, on a beaucoup à apprendre. Et je pense qu'avec ce que tu fais, Freddy, en partageant de plus en plus, on sera nombreux. Merci. Merci Rachido. Madame Fatima Jean, un confrère vient de m'envoyer dans votre question que je n'avais pas très bien compris, la question de savoir si votre français il est bon. Oui, votre français est impeccable. Donc, on a pu vous écouter, on a pu entendre l'expérience du monde arabophone que vous avez partagé. Votre français, il est bien. Encore une fois, merci de votre intervention. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aborder la seconde partie, de savoir est-ce que l'apprentissage de l'anglais est important pour nos journalistes francophones? Est-ce que nous sommes tenus de maîtriser impérativement l'anglais? Quelle est la place de l'anglais chez les journalistes francophones? Quelles sont les perspectives, par exemple, qui s'ouvrent à nous grâce à cette langue? Mais je préférerais qu'on commence déjà par le partage d'expériences personnelles. Je ne sais pas si Youssouf, si c'est peut nous dire, est-ce que vous êtes d'abord arrivé de rater une opportunité juste parce que vous ne maîtrisez pas, on griffe l'anglais? Parce que Pancras, je sais que vous allez aborder le sujet là, vous l'avez dit, souvent lors des appels à candidature, même si c'est un appel à candidature lancé pour les journalistes francophones, on vous demande de maîtriser impérativement l'anglais. Et ça vient, c'est de plus en plus fréquent. Et on remarque même que les journalistes francophones ou les organisations francophones demandent aux francophones une parfaite maîtrise. Ce n'est pas seulement la maîtrise, mais parfois on vous demande une parfaite ou une excellente maîtrise de l'anglais pour pouvoir postuler. Est-ce que l'anglais, finalement, c'est un frein pour les journalistes francophones? Est-ce que, M. Soussou, si vous avez, vous, été freiné par une opportunité juste simplement parce que vous n'êtes pas en mesure de bien parler? Je ne sais pas si M. Soussier parle excellemment ou maîtrise excellemment l'anglais. C'est le cas de certains journalistes francophones, mais ce n'est pas le cas de tous les journalistes francophones. Alors, M. Soussier, la question est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et c'est un plaisir de participer à ce webinaire. Et je vais devoir faire un peu machine en arrière parce que j'avais levé la main pour parler un peu du sujet qui a été débattu dans un premier temps, mais si cela ne vous embête pas, M. Soussé, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes déjà basé, est-ce que vous êtes basé au Mali, au Burkina Faso, ou peut-être voilà, au Niger? Je suis journaliste sénégalais. OK. Et voilà, j'ai travaillé pour beaucoup de structures médiatiques. Et je travaille maintenant en tant que journaliste freelance. Donc, je suis journaliste du web, et plus précisément, je travaille avec beaucoup de gens au Sénégal, au niveau de Dakar. Donc, parlant du premier sujet qu'on a soulevé tantôt, si vous me le permettez, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses ou paramètres qui expliquent le manque d'intérêt des journalistes pour les webinaires. Souvent,
peut-être que il y a un manque de culture. Il y a un manque de culture de webinaire chez les journalistes. La plupart des journalistes ne comprennent pas peut-être le sens, la portée des webinaires. Donc, il faut d'abord les sensibiliser à la base. Je pense que si ce travail n'est pas fait, on aura toujours des absents, des abonnés absents au webinaire. L'autre problème, c'est les collègues l'ont soulevé, c'est peut-être le manque de culture du web. La plupart des gens ne comprennent pas comment fonctionnent les webinaires sur Zoom ou sur telle application. Ça aussi, c'est un facteur bloquant pour beaucoup de journalistes. Et aussi, il y a des sujets, il faut bien choisir les sujets. Sinon, ça ne va pas susciter beaucoup de passion pour les uns et les autres. Et l'autre facteur aussi, c'est le facteur temps. Le temps, en tout cas matériel qu'on a ici, c'est pas facile de faire le cadrer le temps avec l'heure convenue pour le webinaire. Parce que moi, j'étais tout de suite en voiture et il m'a fallu garer pour pouvoir participer un peu à ce webinaire. Donc, il y a un facteur temps qui se pose souvent. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être disponible en même temps, mais je pense que ce facteur-là est très important. Parce que parfois, avec les exigences du boulot, on doit être dans les salles de rédaction, on doit être dans l'espace digital pour essayer de, n'est-ce pas, dénicher certaines informations, puisqu'il y a un flux d'informations qui passe et qu'on a besoin d'aller dénicher ces informations pour nos publics. C'est un peu ça. Maintenant, parlant de l'autre sujet sur l'anglais, c'est un facteur bloquant pour les journalistes de l'espace francophone. D'autant plus que beaucoup de journalistes ne parlent pas l'anglais. Moi, je me débrouille pas mal, mais j'ai eu une mauvaise expérience de postuler à un séminaire, je pense, c'était un séminaire de quelques jours avec une structure basée en Afrique du Sud, j'ai oublié même. Et j'ai fait la demande sur le net, mais je n'ai pas eu à être retenu pour ce séminaire parce que simplement, j'ai pensé que j'ai un faible niveau en anglais. Et ça m'a fait un peu mal parce que au bout de la formation, c'est une formation surtout sur le management des médias. Donc, j'avais compris qu'il y avait un financement juste à la fin de ce séminaire si j'avais été sélectionné. Mais je n'ai pas eu à être sélectionné parce que simplement, mon anglais n'était pas tout à fait académique. Donc, ça m'a fait un peu mal et ça m'a poussé à revoir mon anglais. Actuellement, je suis en train de me former. Je suis en train de me débrouiller un peu en anglais pour pouvoir quand même parler cette langue couramment. Donc, je vous remercie et voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup de me redonner la parole. Faten Ayed, main levée depuis en cet temps. C'est vrai que je vois plusieurs mains levées, mais tout le monde aura quand même droit à la parole. Ce n'est pas très fatigué. Bonjour Faten. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Ravi de t'écouter aussi. Merci beaucoup. En fait, vous avez tout dit, toutes et tous. Moi, je voudrais juste dire un truc, parce que j'assiste aux webinaires arabophones. Généralement, c'est juste après les webinaires francophones. Il faut savoir qu'il y a une forte participation et pour un élément aussi à prendre en considération, c'est qu'il y a cette chose qui est la récompense. On fait participer les journalistes à des enquêtes entre eux, par exemple des journalistes du Yémen avec un journaliste égyptien. C'est assez impressionnant et ça est très, très instructif. Maintenant, ce qui est intéressant aussi à dire pour faire vite, il y a la chaîne YouTube pour regarder tous les anciens webinaires. Et il y a le sous-titrage même dans les webinaires en espagnol qu'on peut regarder. C'est automatique. On active juste, ça s'active automatiquement. Et ça, c'est quelque chose d'enrichissant. C'est une bibliothèque. Moi, je regarde les anciens webinaires. C'est vraiment enrichissant. Alors, je vais de là directement vers
vers quelque chose, parce que ce n'est pas des thématiques qui posent problème, ce n'est pas la manière de communiquer. Voilà, il y a énormément de moyens, il y a des confrères de partout. Il y a aussi cet aspect de, pour parler de l'anglais, allez, direct, c'est le fait voilà, d'être dans une capsule d'élitiste. Voilà, on parle qu'en français. Donc ça, c'est un mauvais héritage. On parle qu'en français uniquement. Moi, je suis restée obstinée très, très longtemps à essayer de ne parler que en français, ne pas aller vers l'arabe qui ne posait pas de problème, et encore l'anglais. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui même, j'ai raté une occasion sur LinkedIn. Je suis basée à Alger pour le moment. Donc, des opportunités incroyables, vraiment, qui vont dans le sens de ce qu'avait dit notre confrère sur le plan de carrière, nos confrères sur le plan de carrière, une évolution extraordinaire en quelques mois, juste parce que mon anglais est faible. Pareillement pour notre collègue qui vient Youssou, qui vient d'avouer, comme moi, qu'il est en train de revoir ça et de se mettre à niveau. On rate énormément de choses. Je comprends, je lis, mais je n'arrive pas à être bien dans l'oral. Voilà. Il faut le faire, sortir de sa zone de confort, on le sait, on n'a pas le choix. On n'a plus le choix. Donc, il faut le faire. Moi, je vous encourage tous à le faire. Moi aussi, je reprends de zéro, si ce n'est sous zéro. Et bon courage à tous et merci. Merci Faten. Pancras, à toi maintenant. Oui, Kossi, les deux problématiques que nous sommes en train d'aborder sont un peu liées. Je range l'élément de l'anglais dans les causes externes qui font que les journalistes ne sont pas fortement mobilisés quand il s'agit de webinaires ou quand il s'agit des opportunités. J'ai envie de dire quelque chose. Pour avoir discuté avec des journalistes anglophones, il ne faut pas penser que les journalistes anglophones vivent la belle vie en termes de connexion, en termes d'environnement de travail. Non. Il y a aussi des journalistes anglophones dans le contexte ouest-africain et je peux vous assurer qu'ils ne vivent pas la belle vie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est bien de s'occuper du quotidien, de courir derrière les perdièmes. Mais il est aussi important que les journalistes francophones que nous sommes puissent comprendre qu'en réalité, les journalistes sont aussi des atouts incontournables de positionnement géopolitique de leur pays. Et ça, j'ai comme l'impression qu'en tant que journalistes, nous ne nous en rendons pas compte suffisamment. Sous d'autres cieux, dans les milieux anglophones, vous entendez dire que tel journaliste a sorti tel bouquin et par mois, vous avez une panoplie de livres écrits par des journalistes. Vous avez tellement de documentation qu'aujourd'hui, les destinations privilégiées pour avoir de la bonne documentation, eh bien, ce sont les destinations anglophones. Il est important que nous puissions comprendre en tant que journalistes que aujourd'hui, l'environnement concurrentiel est aussi un facteur qui permet d'évoluer. Sous d'autres cieux, vous avez un environnement tellement concurrentiel que personne, mais en tout cas, personne ne veut se laisser à la traîne. Mais ici, une consoeur a su soulever cette problématique. Il s'agit peut-être de concurrence, mais la concurrence n'est pas toujours saine. Cette concurrence consiste justement à cacher les informations aux autres, alors que sous d'autres cieux, on partage les informations. J'étais éberlué lorsque, à la sortie d'une conférence, j'entendais les journalistes anglophones dire entre eux, mais est-ce que tu as vu telle opportunité? Mais est-ce que tu as pu postuler? Mais est-ce que tu sais comment est-ce qu'il faut répondre à... J'ai été éberlué parce que je me suis dit, mais dans mon contexte francophone, ce n'est pas toujours la même chose. Lorsqu'un journaliste a une information, a vendu une information de ce que, à la sortie d'un webinaire où il y a une opportunité pour postuler pour telle chose, mais alors, le journaliste garde pour lui cette information. Donc, c'est un ensemble de facteurs qu'il est important déjà d'établir. C'est bien de s'occuper des éléments externes qui font que nous ne sommes pas mobilisés, mais c'est surtout important de se remettre en cause soi-même pour voir combien de fois, premièrement, nous avons des plans de carrière. Deuxièmement, nous sommes attachés à ces plans de carrière-là pour braver les difficultés que nous avons au quotidien. J'ai entendu un aîné dire tout à l'heure qu'il a dû garer sa voiture
ou qu'il était en voiture en suivant ce webinaire-là. C'est un effort qu'il fait. Et à un moment donné, je constate que nous nous abstenons de faire des efforts pour braver ces difficultés quotidiennes que nous avons, qui peuvent justifier un tant soit peu les mobilisations. Sur la question de l'anglais, je suis sur une opportunité actuellement qui me fait douter parce que je me demande s'il faut postuler quand même avec un anglais, je n'ai pas envie de dire approximatif, mais qui n'est pas élitiste, ou s'il faut simplement laisser. J'ai envie de dire quelque chose. Je constate que nous nous autocensurons. Voyez-vous, lorsque pour des opportunités, l'on demande une maîtrise véritablement forte de l'anglais, et que vous savez que vous débrouillez comme un anglais, je pense qu'il est important de postuler quand même. C'est finalement la résolution que j'ai prise après avoir écouté quelques aînés en la matière. Un aîné disait dernièrement, l'appétit vient en mangeant. En forgeant, on devient un très bon forgeron. Il n'y a pas de baromètre aujourd'hui, à part les tests internationalement reconnus, il n'y a pas de baromètre pour dire que vous maîtrisez ou pas de manière très élitiste l'anglais. Lorsque vous vous débrouillez déjà en anglais, lorsque vous arrivez à formuler des phrases en anglais, il est important de postuler quand même à ces opportunités-là pour ne serait-ce que apprendre le processus, apprendre comment est-ce que ça évolue et peut-être être sélectionné par rapport à ça en attendant d'améliorer continuellement son anglais. Encore que la langue anglaise, c'est une langue qui ne saurait être prise comme acquis. Ce n'est pas qu'un jour vous comprenez anglais et c'est terminé. La langue anglaise, c'est une question d'apprentissage continuel. Et pour finir, je voudrais dire qu'il est important que de plus en plus, c'est vrai que c'est compliqué de le faire, de plus en plus, nous nous habituons à placer quelques mots en anglais, même dans nos discussions quotidiennes entre journalistes francophones. C'est quelque chose qui aide beaucoup. Je ne le savais pas forcément, mais c'est très thérapeutique pour ne serait-ce que mémoriser quelques mots en anglais de plus en plus. On ne saurait évoquer tous les éléments, mais voilà quelques éléments que je tenais quand même à faire passer, espérant que chacun de nous puisse véritablement prendre conscience de l'enjeu véritable que constitue le positionnement des journalistes francophones dans l'arène médiatique mondiale. Merci beaucoup pour cette intervention, Pancras. Charles Kolo, nous aimerions bien t'entendre aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi, comme le disent certains, comme le pensent certains, qu'il y aurait plus d'opportunités dans le journalisme anglophone que francophone? Ok, merci Kossi, merci à tous les confrères. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous t'entendons parfaitement bien. Kolo nous parle depuis l'Ukraine ou c'est depuis l'Afrique du Sud? Non, depuis Lomé, la très belle et vivable capitale du Togo. Donc, je suis Charles Kolo et c'est fort intéressant ce sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et comme l'a dit les prédécesseurs, on a tendance souvent à dire qu'il y a plus d'opportunités pour nos confrères anglophones que pour les journalistes des pays francophones, ce qui n'est pas tout de suite faux. C'est ça la tendance, mais je me demande parfois comment ils en ont arrivé là. Est-ce qu'ils sont plus bons que nous? Voilà. Non. Je me dis, il faut reconnaître que l'anglais aujourd'hui est la première langue, hein, que ce soit dans tous les secteurs d'activité. Moi, je travaille aussi avec beaucoup de personnes. C'est l'anglais qui est aujourd'hui la langue de travail. Alors, pour avoir les meilleures, ce qui justifie que d'office, les meilleures opportunités seront en anglais. C'est-à-dire si les organisations privilégient l'anglais comme outil de travail et autres, ce qui veut dire qu'ils auront plus d'opportunités disponibles en anglais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas, ce n'est pas alarmant, parce qu'on a aujourd'hui l'opportunité en tant que journaliste d'apprendre l'anglais gratuitement, si on s'y met. Alors, je vous partage mon expérience. En 2021, je gagnais un prix du PACTA sur les questions qui lancent chaque 2 ans des prix pour primer les meilleurs reportages sur le climat et l'environnement.
J'ai des difficultés même déjà quand je monte à l'avion. Arrivé à 10, c'est l'anglais ou rien. J'ai bricolé mon petit anglais, je suis arrivé. L'atelier de formation dont nous avons bénéficié en tant que lauréat, c'était en anglais. Dans tout le renforcement des capacités, je n'ai pas pu capter grand-chose et je suis revenu à Lomé sans avoir dans mon carnet d'adresse aucun confrère anglophone, juste à cause de l'anglais. Donc, c'était une opportunité même de me connecter aux experts et à d'autres confrères. En 2022, je vais encore à 10 maintenant dans le cadre d'une séance de travail. J'avais l'opportunité maintenant de me connecter à d'autres personnes. Je vois toujours que mon anglais n'était pas au top malgré que j'avais fait des efforts. Là, on m'avait filé l'opportunité que si je vois tel monsieur que je discute avec lui, il pourra me retenir dans la base de données de cette organisation internationale et que désormais j'aurai l'opportunité de suivre des formations et de voyager et même d'avoir des financements pour rédiger des articles. Je reviens encore à Lomé sans cette opportunité. Je dis là, Charles, il faut que tu réfléchisses. Et puis, je me suis mis, 3 mois plus tard, je me retrouve à Dakar avec Kossi et bien d'autres confrères ici au premier forum international des journalistes scientifiques francophones. Je rencontre le directeur de Skydev qui est anglophone. On a commencé la discussion en français. Mais quand j'ai compris qu'il était anglophone, quand j'ai commencé par discuter avec lui en anglais, je vous assure qu'il a appelé immédiatement et son directeur Afrique de venir prendre mon contact et que je devais commencer par travailler avec eux. Alors, donc, il m'a fallu prendre conscience que soit si je veux évoluer, commencer par parler l'anglais, soit rester à mon niveau. Ce qui dit que ce n'est pas, si vous suivez l'expérience que je partage avec vous, ce n'est pas impossible pour nous d'aller bousculer les anglophones sur les opportunités anglaises. Et l'autre expérience, c'est que une ou deux fois, Kossi a hésité à me donner des opportunités très juteuses parce qu'il savait que mon anglais ne répondait pas aux exigences de cette personne ou bien de cette structure, de ces organes internationaux qui voulaient un journaliste francophone, mais qui a un high level en anglais. Ce qui veut dire qu'on n'a plus d'excuses, nous devons aujourd'hui apprendre l'anglais parce qu'il y a tellement d'opportunités qui existent, mais on nous exige de parler l'anglais. Même l'ICFG, quand on voit certaines opportunités, elles viennent en anglais. Quand tu fais la traduction, tu n'as pas vraiment les vrais mots, malheureusement, et tu risques de passer tout de suite à côté des opportunités. Donc, moi, je voudrais beaucoup plus me baser sur mon expérience personnelle pour nous dire que nous n'avons pas le choix qu'aujourd'hui d'apprendre en anglais. Pour nous qui sommes journalistes scientifiques, malheureusement pour nous, les meilleures découvertes, les meilleurs documents, les meilleures revues sont anglaises. Qu'allons-nous faire? Je ne veux plus qu'on s'apitoie sur notre sort, mais il faut qu'on sorte de notre zone de confort. On commence par apprendre l'anglais. Et pour revenir, il faut que nous ayons une vision, un plan de carrière. Est-ce que je suis journaliste parce que j'étais au chômage et qu'un ami m'a conseillé de venir m'accompagner une ou deux fois sur le terrain de reportage et j'ai vu l'opportunité que 10 000 par reportage, 5 000 par reportage peut me permettre de payer le carburant et le crédit et que La je suis question des devenu pédiants revient journaliste. toujours. Oui, ou soit je suis devenu journaliste et parce que je veux en faire un métier. Donc, on doit se mettre à jour, on doit participer au webinaire et on doit apprendre l'anglais parce que les pays même francophones deviennent Commonwealth, deviennent partie des pays de l'organisation du Commonwealth, comme mon pays, le Togo, qui est francophone, mais aujourd'hui, nous sommes membres du Commonwealth. Ce qui veut dire que 2 ou 3 ans après, les opportunités pour les pays anglophones, on va intégrer le Togo dedans. Bon, les confrères du Togo, soit on commence par parler l'anglais, soit Kossi et moi et quelques-uns allons voyager à votre place. C'était juste pour rire et dire merci à tous ceux qui sont présents. Merci à Kossi. Merci à toi, Charles Tolu. Emeline Nkambibio, j'ai vu
ta main levée depuis longtemps. Tu peux aussi prendre la parole. Mais moi, j'ai une question. La question de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas une double injustice quelque part. L'injustice par rapport à quoi? Par rapport au fait que moi, j'ai travaillé, par exemple, dans un pays anglophone, à Accra, à côté, au Ghana, dans une rédaction 100% anglophone. Mais j'ai remarqué en fait que mes collègues dans cette rédaction n'étaient pas à même de formuler une phrase en français. Ils ne se démettent pas en fait pour apprendre le français. Le français, c'est pas vraiment leur dada, c'est pas vraiment leur affaire. Alors que au Togo, par exemple, chez moi, dans mon pays, lorsque vous entrez dans une rédaction, vous trouverez quand même quelqu'un, 2, 3 personnes qui sont capables de s'exprimer en anglais, même si c'est un anglais approximatif au pas académique, mais ils peuvent quand même se faire entendre en s'exprimant dans tes langues. Mais du côté des anglophones, c'est pas vraiment pareil. Il y a comme s'il y avait une pression forte sur les journalistes francophones que sur les journalistes anglophones. Ça aussi, c'est nos débats. Mais Emeline, vous souhaitez aussi intervenir. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends. Et je pense que c'est le cas aussi pour les autres confrères. D'abord, est-ce D'accord, bonjour à que tout le monde. je peux te présenter aux autres? Ok, pas de problème. Je suis Emeline Kambidio, journaliste à Vert Pâturage Télévision en République démocratique du Congo. Je vois que la RDC est fortement représentée. Bravo à vous. Voilà, alors par rapport à la question de l'anglais, je trouve que c'est très important, vraiment très important. Par expérience, j'ai dû louper à beaucoup d'opportunités, simplement parce que j'en avais pas la maîtrise. Alors, la dernière expérience, c'était, là, j'avais déjà commencé à apprendre l'anglais, mais seulement j'étais au premier niveau. Alors, je me retrouve dans un reportage où la personne qui est phare, c'est un musicien nigérian qui ne parle que anglais. On arrive à la fin de l'activité, il faut l'interviewer. Je fais mon interview, je retourne à la rédaction. Je commence à réécouter ses paroles, réécouter les propos et je vous dis, j'étais perdue. Je prends le dictionnaire ou je prends l'Internet, je vais sur les translates, je reprends ce qu'elle était en train... D'abord, c'était vraiment difficile pour que je comprenne tel mot doit s'écrire de telle façon. Alors, j'arrive quand même à écrire le mot et puis je fais la transcription. Mais malheureusement, je me rends compte que ce n'est pas exactement ce que l'auteur voulait dire. Donc, c'est là que j'ai compris qu'au-delà de maîtriser la langue française, il faut également maîtriser aussi la langue anglaise, pas seulement pour des opportunités, mais aussi pour des cas pareils. Parce que imaginez que tu vas faire ton travail, tu vas écrire ton papier, ça doit passer au journal du soir. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'écris? Pas du tout. Tu vas faire ton travail. Donc, du coup, il faut, lorsqu'il y a des opportunités, lorsqu'il y a peut-être une disponibilité pour un petit temps, il faut simplement se donner à cette langue. Et ça va aussi vous aider à aller au-delà de vous. Merci, Emeline. Cher confrère Iraghi Elisha, toujours de la RDC. Je disais tantôt que la RDC est fortement représentée. C'est pas faux. Bonjour, Elisha. Bonjour Cossim, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'intervenir. Ça m'a fait plaisir d'écouter les confrères du Sénégal et de tous les coins du continent. Et en parlant du Sénégal, j'ai écouté récemment Ismaël Lo, donc ça m'a fait plaisir de voir M. Youssouf Sissé qui discutait tout à l'heure. Alors, moi, mon intervention va être sur la deuxième partie du sujet, parce que la première partie, on en a suffisamment débattu. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'apprendre l'anglais pour le journaliste francophone? Alors, moi, je veux dire que ce n'est pas seulement nécessaire, mais c'est indispensable. C'est un avis personnel, je sais que ça peut diviser, mais en effet, je le crois. Je dis que c'est indispensable parce qu'il me semble qu'en ce début de carrière, j'ai remarqué tout de même, excusez-moi, j'ai remarqué qu'il y avait plus d'opportunités dans l'univers anglophone que dans l'univers francophone. Je vais illustrer cela par un exemple. J'ai le privilège d'être du cohorte de journalistes qui ont été retenus sur le projet de Empowering the Trust de l'ICFJ. Et ce que je peux vous dire, c'est que, alors je vais vous donner un exemple, et c'est très cocasse.
Le jour de l'interview avec le responsable, je me prépare tout. Et ce qui va se passer, c'est que quand je rencontre les intervieweurs, eh bien, ils m'annoncent que le seul mot qu'ils savent dire en français, c'est bonjour. Et que si je tiens à voir mon interview, il va falloir que je parle en anglais. Alors, vous pouvez imaginer 30 minutes de présentation de projet que tu as prévu en français pour une bourse et on t'annonce là sur le champ que ça va se passer en anglais. Ou en tout cas, si tu veux avoir plus de chance, il va falloir que tu l'exprimes en anglais. Bon, j'ai eu la bourse, donc je me suis bien débrouillé, on peut dire ça. Cependant, ça m'a vraiment fait comprendre à quel point c'était nécessaire d'avoir le base. Personnellement, je sais que malheureusement, pour nos contextes et surtout les pays francophones, ça fait tout de même 60 ans qu'on parle français, donc basculer, ce n'est pas facile. Et même la formation de l'anglais dans les écoles, elle est vraiment basique. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est d'utiliser les outils qui peuvent me permettre éventuellement de m'améliorer. Et on est souvent des autodidactes. J'ai trouvé une étude très intéressante dans Le Monde pour nuancer tout de même le propos. C'est-à-dire que je suis en train de dire que c'est indispensable qu'on apprenne l'anglais, mais il faudrait nuancer notre propos. Cette étude, est-ce que Kossi, tu permets que je partage mon écran juste un instant? Oui, bien sûr, tu peux partager ton écran une seconde. Look like you've been talking. Alors, je ne sais pas si c'est Mais non, tu peux partager. D'accord. Je partage juste l'écran pour que vous puissiez voir les résultats de cette étude. Et ça pourrait être vraiment intéressant à l'idée de nuancer notre propos sur l'anglais. Alors, voilà. Je viens ici. Vous pouvez le voir ici. C'est une étude qui a été réalisée pour montrer que Le Monde a publié, mais c'est une étude que vous pouvez retrouver également en langue originale pour ceux qui lisent en anglais, du PLOS Biology, qui a montré qu'en réalité, les chercheurs francophones, ou en tout cas, d'autres langues, sont fortement désavantagés dans les publications scientifiques. Ça veut dire que lorsqu'il y a des organisations comme Nature, comme Science, qui veulent publier des reportages ou de recherches et tout, eh bien, il s'avère que seul le natif, ça veut dire que ceux qui ont l'anglais comme langue maternelle, ont plus de chances, généralement, d'obtenir des publications de leurs articles que ceux qui apprennent la langue. Au-delà de ça, je résumerai seulement les idées, vous pouvez le voir dans ces graphiques, qui représentent les difficultés que nous avons, nous les francophones ou les non-anglophones, lorsque nous sommes dans la recherche en l'occurrence, mais j'estime que dans une certaine mesure, les résultats de cette étude peuvent également s'appliquer à ce qui concerne le journalisme. Regardez par exemple les difficultés, c'est que quand on a des opportunités, on passe 91% de notre temps pour lire un article. Ça veut dire que le temps que nous puissions lire l'article et comprendre l'objet de la bourse ou de l'opportunité, un natif l'a déjà compris. Ils ont de l'avance sur nous. Vous pouvez également voir qu'il y a vraiment d'autres désavantages, et notamment celui que il fait 50% seulement de participants décident de présenter à l'oral leur recherche ou leur travail. C'est si j'ai un projet, par exemple, à présenter, la plupart du temps, les gens vont décider de l'envoyer à l'écrit et de ne pas l'envoyer de ne pas le proposer à l'oral parce que l'anglais est difficile. Et vous voyez également qu'on désiste à assister aux conférences ou à d'autres événements parce que l'anglais est difficile. Vous pouvez retrouver cet article sur Le Monde ou encore le lien, je pourrais l'envoyer à Kossi pour qu'il puisse le partager de la recherche en original, même si ironiquement la recherche est faite en anglais également. Bref, ce que je voulais dire, c'est que j'estime que c'est une raison supplémentaire. Ces freins par rapport à nous qui ne sommes pas de natifs en anglais est une raison supplémentaire pour que nous puissions nous dire qu'on a une raison d'aller encore plus chercher. En termes d'opportunités, pour résumer par exemple, nous savons à peu près qu'il existe Radio France Internationale et une opportunité pour le journaliste qui est la bourse Ghislaine Dupont, mais qui concerne, il me semble, 2 journalistes par an. 2 journalistes par an pour un pays. C'est trop peu, parce qu'au-delà du fait qu'il y a des journalistes expérimentés qui travaillent sur des sujets importants, il y a aussi le fait qu'il y a des nouveaux journalistes, des jeunes qui rentrent dans le métier et qui veulent avoir une sorte d'émulation à l'idée de participer à des concours, à l'idée de participer à des bourses, à l'idée de trouver mieux dans leur travail. Parce que vous le savez, moi par exemple, je suis journaliste indépendant, c'est parce que j'évite d'être dans une rédaction où je trouve clairement que les conditions salariales, pour l'instant, ne me permettront pas d'effectuer mon travail à temps plein.
Et donc, je me rends compte que tout de même, dans l'univers du journalisme francophone, il me semble, en tout cas, qu'il y a plus d'opportunités pour le journaliste, en particulier pour les jeunes, parce qu'il me semble qu'on a vraiment beaucoup d'énergie à dépenser. Et donc, à partir de ces moments-là, la nécessité, on parlait tout à l'heure du plan de carrière, quand vous sentez que vous serez journaliste sur le long terme, que vous serez peut-être freelance, que vous voulez travailler sur du travail de terrain et sur des sujets importants, j'estime que c'est une bonne idée de vraiment apprendre la langue. Je vais finir par un dernier exemple. J'ai rencontré récemment la bureau chief du Washington Post, ici à Lubumbashi où j'habite, et il y était pour un reportage autour de mines, et c'est un magnifique reportage que vous pouvez lire d'ailleurs en accès gratuit sur le Washington Post. Et le hasard fait que quand je la rencontre, elle dit à peine quelques mots en français. Mais vous imaginez bien que je voulais absolument faire connaissance avec Catherine Wells pour éventuellement l'avoir dans mon carnet d'adresses et pour de projets futurs. Mais je ne pouvais pas le faire si je ne parle pas anglais. Et donc, j'ai dû, on a bricolé, on a eu plutôt des très bonnes discussions. Ça s'est très bien passé. Mais en tout cas, ces deux expériences et cette étude que j'ai cite, c'est pour montrer que nous n'avons plus le droit de laisser les opportunités passer parce qu'on ne connaît pas la langue. J'estime que c'est une faute. Personnellement, je m'en voudrais chaque fois que je raterai une opportunité parce que seulement elle est en anglais et que moi, je ne peux pas parler anglais ou que je ne peux pas lire cet article en anglais ou que je ne peux pas répondre à la bourse en anglais. C'est compliqué, c'est difficile, mais il y a de plus en plus d'outils pour nous aider. Un dernier outil que je voudrais parler, c'est en pensant à l'expérience de Emeline, c'est My Good Tape. Alors, c'est un outil assez récent, mais qui sert aux journalistes de faire des transcriptions. Donc, si jamais vous avez une interview dans n'importe quelle langue, eh bien, vous pouvez tout simplement faire en sorte que vous mettez votre interview, même si elle est en anglais, on peut la transcrire en français et ensuite vous pouvez la retravailler. Ou même si elle est en français, vous pouvez également la retranscrire. Merci beaucoup, Kossi. Je vais m'arrêter par là pour laisser également les autres intervenir. Merci beaucoup, cher confrère Elisha. Est-ce que tu peux me repasser la main maintenant, mon animateur? Je viens de t'envoyer un message privé. Exact. Alors, je vais essayer de faire ça. Je pense que nous avons déjà fait 1h30 sans nous en rendre compte. On a des échanges très passionnants, très intéressants aussi. Je vois, est-ce qu'il y a certains parmi nous qui n'ont pas encore pris la parole? Je souhaiterais leur donner la parole pour que ça soit vraiment équitable. Ceux qui n'ont pas encore pris la parole, c'est parfait. Merci beaucoup, Elisha. Ceux qui n'ont pas encore pris la parole peuvent aussi se prononcer avant qu'on ne close cette... Je voudrais parler. François, oui, François, je vous donne la parole certainement, mais je traque d'abord ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ne sont pas encore exprimés. Alors, s'il n'y a personne, alors vas-y. S'il vous plaît, aussi, s'il vous plaît. Oui, Patrick. Voilà, merci. Peut-être je pourrais me résumer, hein, parce que tout ce qui a été dit, au lieu d'éviter des répétitions inutiles, mais je pourrais peut-être résumer mon intervention en disant ceci. Dans tout ce qu'on venait de dire, il faut tout simplement qu'on trouve 3 facteurs. Il faut qu'il y ait la disponibilité, il faut qu'il y ait l'intérêt, il faut qu'il y ait également l'engagement. Quand on a ces 3 facteurs, si on ne connaît pas anglais, si on tire profit par rapport aux opportunités que les anglophones nous fournissent, on aura intérêt à apprendre l'anglais, on aura intérêt à se faire former pour gagner de l'opportunité. Si on n'en trouve pas, on va rester campé sur ces positions. Par rapport à ce qui concerne les webinaires, tout ce qui a été dit par les confrères de part et d'autre, moi je me dis tout simplement que il y a également des problèmes d'ordre structurel, des problèmes d'ordre conjoncturel. Donc, chaque problème essaie de résoudre d'une manière ou d'une autre et ça va aider que les journalistes puissent évoluer et continuer avec leur travail. Donc, que ça ne puisse pas empêcher aux confrères de vouloir développer des nouvelles ambitions, des nouveaux objectifs, mais tout cela dépendra de tout ce que je venais de dire. Il faut avoir un intérêt, il faut se disponibiliser, il faut être engagé. Voilà, je vais conclure en disant ceci. Alors, je crois que François, tu peux maintenant t'exprimer aussi et puis après, on va aller vers une conclusion.
OK, merci infiniment, cher frère aussi. Merci à tous et à toutes. L'anglais, ce mot me donne effectivement une émotion parce que c'est une langue qui nous ouvre les portes et en même temps nous ferme les mêmes portes. Monsieur François, on dit aussi que c'est une langue très facile et que c'est un avis que tu partages, que l'anglais est très facile. L'anglais en réalité n'est pas difficile, à mon sens. Quand tu apprends l'anglais par objectif, ce n'est pas difficile. Et quand tu l'apprends parce que les autres apprennent, alors quand tu es au pied du mur, tu as toutes les difficultés. Moi, je me suis essayé un peu au département d'anglais avant de faire le journalisme, mais je vous assure que les opportunités que nos amis francophones perdent sont nombreuses. Alors, aujourd'hui, je suis qu'un apprenti journaliste. Je me débrouille parmi les grands, mais grâce à l'anglais, j'ai pu quand même participer à un certain nombre de programmes auxquels des doyens qui ont fait plus de 30 ans de métier n'ont pas encore pu avoir accès. Grâce à l'anglais, aujourd'hui, j'arrive à me déplacer facilement, aller dans d'autres pays anglophones, donner des formations en anglais, surtout avec l'organisation Konrad Adenauer et d'autres structures. Et la toute dernière expérience, je me suis retrouvé en Autriche, au International Press Institute Congress, et je devais intervenir sur l'intelligence artificielle. Comment j'utilise l'intelligence artificielle, comment j'utilise les réseaux sociaux surtout pour contribuer au développement de ma localité en tant que journaliste. Mais je vous assure que pendant tout mon parcours, c'est un confrère togolais que j'ai pu voir là-bas. Je dis donc merci à mes frères togolais qui m'ont permis de prononcer au moins 2 mots français pendant mon séjour. Mais ça m'a fait plaisir et finalement, je me suis dit que si je n'avais pas pris l'anglais au sérieux, comment j'allais me retrouver dans cette situation? Et il fallait prendre, je crois, 4 ou 5 personnes en Afrique de l'Ouest et j'ai été sélectionné. Et je suis parti, j'ai participé à cette formation. Ça me fait que me donner quelques opportunités parce que j'ai rencontré d'autres confrères qui aujourd'hui sont, je vais dire, motivés à collaborer avec moi sur un certain nombre de questions telles que l'environnement et le changement climatique. C'est d'ailleurs au cours de cette activité que j'ai pu rencontrer un responsable de Pulsar qui m'a permis de me mettre en contact avec Rainforest. C'est ce qui a suscité la récente formation avec Ngono, Andrienne et certaines de ses consoeurs. Madeleine, Geka et Madeleine et autres. Aujourd'hui, et Augustine. Oui, aujourd'hui, nos confrères ivoiriens ont pu suivre cette formation et au bout de cette formation, il y a une subvention pour nous permettre de pouvoir produire. Donc, je pense que l'anglais, c'est une clé, c'est plus qu'un passeport, mais pour moi, c'est le souffle de vie, tout simplement pour le journaliste. Il y a une réaction dans le chat de Fidèle qui demande pourquoi est-il particulièrement important pour les francophones d'apprendre le français qu'il ne l'est pour les anglophones d'apprendre le français. J'ai l'impression qu'on se met trop de pression, même si c'est une langue importante. C'est la réaction de Fidèle. Je souhaiterais partager cette petite expérience aussi personnelle. Je crois que nous, les francophones, à part ceux qui ont eu cette opportunité-là, comme François, d'avoir fait le département d'anglais à l'université, nous avons tous rencontré ce problème de langue sur le terrain. Je me rappelle, c'était en 2014 que le groupe Accor, c'est un groupe hôtelier français, un groupe français qui avait été expulsé de l'hôtel Mercure Sarakawa Lomé. Il était expulsé parce que le groupe avait en fait un litige qui l'opposait à l'État togolais, qu'il a posé et qu'il a expulsé. J'ai été envoyé à l'hôtel pour faire un reportage. Et ce matin, on apprenait également que le groupe français avait fait glisser quelques lettres aux tenanciers, à ceux qui étaient à l'hôtel, aux clients pour partir, pour quitter l'hôtel.
Et moi, je voudrais savoir quel était le contenu de cette lettre-là. Qu'est-ce que le groupe avait écrit et fait glisser sous la porte de ceux qui occupaient l'espace. Et vous savez, ceux qui habitent à l'hôtel ou ceux qui sont logés à l'hôtel ne sont pas forcément des locaux. Ce sont parfois des gens qui ont quitté leur pays, qui viennent en vacances ou qui viennent faire des affaires. Alors, ce que j'ai eu la malchance de ne rencontrer que des Britanniques. Et le monsieur, il était natif, il parlait couramment l'anglais et ça partait assez vite. Alors, pour toi, un jeune, un journaliste qui ne maîtrise pas l'anglais et qui doit interviewer un Britannique qui parle assez rapidement et qui... C'était vraiment un challenge, en fait. Je pense que nous étions un groupe assez récent quand même, 5 ou 7 journalistes, et nous avions eu du mal à pouvoir interviewer proprement. Quand je dis interviewer, parce que d'abord, on n'arrivait pas à comprendre pleinement ce que ce monsieur nous disait et on avait du mal à le relancer aussi. C'était vraiment, il faut le dire, une catastrophe. C'est après qu'on s'est dit, mais attends les gars, il faut qu'on se mette à apprendre l'anglais parce que là, il ne faudrait plus que cet événement-là se répète. Et on s'est mis tous aussi à apprendre l'anglais. Donc, nous sommes francophones, on est habitués à parler le français chez nous à la maison. Et moi, j'ai d'ailleurs à l'université fait les lettres modernes. J'ai fait une licence en lettres modernes. Donc, vous voyez toutes ces années passées dans le monde francophone avant de maintenant basculer. Mais à un moment, j'ai compris et je pense que c'est vrai, si vous souhaitez vous ouvrir à l'international, collaborer avec des confrères étrangers, ne pas seulement se limiter à votre pays. Je pense que dans ce cas, l'anglais est vraiment, vraiment un must, comme on le dit, c'est un impératif. Parce que Charles avait évoqué par l'exemple des journalistes scientifiques. Il nous arrive d'interviewer un scientifique chinois, un scientifique coréen, un scientifique japonais qui ne parle pas nécessairement le français, mais l'anglais est toujours la langue de pont entre tes deux interlocuteurs parce qu'il peut quand même s'exprimer en anglais et quand toi, journaliste, tu peux aussi t'exprimer en anglais, je pense que ça facilite vraiment les échanges. Dans la science, l'anglais s'est imposé d'ailleurs comme la langue même de la science, comme on vient de le voir, comme vient de le montrer Hiroshi avec l'étude publiée par Le Monde. L'anglais s'est imposé comme une langue de la science. Alors, si vous voulez, par exemple, exercer le journalisme scientifique, je pense que vous ne pouvez pas vous passer de cette langue-là. Vous devez nécessairement apprendre la langue. Mais nous revenons toujours à la question de départ, le plan de carrière. Quel est votre plan de carrière? C'est vrai, est-ce que je veux simplement me limiter ici? Même si vous vous limitez au local, il y a des études qui ne sont pas traduites en français. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque-là. Et ça, je l'avais dénoncé d'ailleurs. En pleine pandémie du COVID-19, lorsque vous allez sur le site de l'OMS, vous avez plus de données en anglais qu'en français. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque-là. Quand vous allez dans la partie francophone, vous allez en français, vous voyez qu'il y a moins de données. Alors que sur le site de l'OMS, qui est censé couvrir, vous voyez, toutes les représentations, toutes les langues, vous avez moins de données disponibles en français. Et ça, c'est un handicap pour les journalistes francophones. Je pense qu'on n'a pas le choix d'ailleurs, on doit se mettre au pas et apprendre. Encore une fois, ce n'est pas une imposition, mais c'est aussi, voilà, si ça fait partie de mon plan de carrière. Est-ce que vous vous souvenez de ce journaliste ukrainien, Philippe Crown, qui avait impressionné? Il a fait un reportage, il couvre la crise diplomatique entre l'Ukraine et la Russie. Il a fait un reportage en 6 langues. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce journaliste-là qui était en même de parler l'espagnol, le luxembourgeois, l'anglais, l'allemand dans un reportage impeccable. Et nous tous, nous étions très... On s'est impressionné en fait de voir un journaliste capable de parler 6 langues. J'ai eu une discussion avec un confrère qui m'a dit, mais attends aussi, c'est parce que lui, il est en Ukraine, parce que chez moi aussi, je parle 5 langues nationales. Je peux parler la langue de mon père, la langue de ma mère, mais sauf que ces langues-là ne sont pas assez connues. Donc pour moi, nulle part, je ne suis pas impressionné parce que nos langues ne sont pas vendeurs. C'est pourquoi dans le groupe WhatsApp, quand on parlait de cette affaire, je disais peut-être aussi, on ne le dit pas assez, mais si j'ai la possibilité d'apprendre, par exemple, le Hausa, c'est aussi une langue importante. Aujourd'hui, vous avez des rédactions. Peut-être que chez nous,
ici, en Afrique, nous n'avons pas de rédaction qui couvre les faits uniquement en Hausa. Mais vous avez RFI, par exemple, qui a une édition Hausa. Vous avez des rédactions qui ont compris l'enjeu. Il y a le Hausa, il y a quelle langue encore? Par exemple, le Kiswahili, qui est une langue aussi très importante. Mais je pense que quelque part, c'est vrai, on ne valorise pas aussi assez nos langues. Il y a actuellement Mongabé qui recherche, par exemple, des journalistes autochtones, des journalistes qui couvrent. Mais je pense que c'est aussi un débat, on va en parler prochainement. L'importance aussi d'apprendre nos langues locales, l'importance de pouvoir faire des reportages dans nos langues maternelles, parce qu'on fait aussi face à des publics qui ne comprennent pas forcément l'anglais, qui ne comprennent pas l'anglais. Mais c'est un grand atout. Si par exemple, je peux interviewer un Coréen en anglais et le traduire dans ma langue locale ou dans ma langue maternelle pour un public qui n'est pas assez averti, pour un public qui ne comprend pas l'anglais. Nous sommes vers la fin de cette session, mais avant de partir, je ne sais pas si certains voudraient encore dire un ou deux mots, ajouter certaines choses, c'est un café. Alors, c'est vous qui allez terminer ce webinaire et pas moi. Dites-moi si vous avez encore des interventions à faire, faites-le avant qu'on ne se dise au revoir et que chacun ne va qu'à ses occupations. J'aurais bien voulu parler, et je m'excuse de l'intrusion, et je le fais vite parce qu'ensuite je dois aller faire autre chose, je suis désolé. Bon, en fait, je pense qu'il y a un aspect très important. L'anglais, c'est capital, mais ne nous mettons pas la pression non plus. Okay. C'est très important parce que c'est pas à 40 ans que vous allez forcer d'apprendre l'anglais et croire que vous allez le maîtriser en un jour ou en 2 ans. Non. Il est important d'apprendre l'anglais, c'est un must, mais c'est pas une pression non plus. C'est pas puisque vous allez apprendre l'anglais que maintenant, demain, vous allez tomber sur toutes les opportunités et les avoir. C'est très important de mettre cela Il y a des journalistes qui ne parlent pas anglais ou même ceux qui l'anglais n'intéresse pas, mais qui ont la fierté. Ça veut dire qui ont percé. C'est pas, en fait, j'étais en train de dire à d'autres termes que l'anglais, c'est pas... Monsieur Kennedy, est-ce que vous êtes d'accord aussi que l'anglais est une réponse à la précarité? Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous savez aussi que parfois, par expérience, les médias anglophones payent mieux que les médias francophones? Je n'ai rien dit en tout cas. Oui, je suis d'accord avec vous, mais le principe, il est historique, il est lié à notre histoire africaine. On ne peut pas se leurrer. Combien de pays parlent français en Afrique et combien parlent anglais? Déjà, vous allez vous retrouver que l'Angleterre a colonisé plus de pays. Ça veut dire que ces pays-là, on ne peut pas les comparer nullement avec les pays francophones. Ça, c'est clair, c'est lié à notre histoire. Donc, dans les rédactions, bon, si vous faites une pige pour le Washington Post ou pour le Times, on vous a perdu. Peut-être souci lié à la connexion Internet. Donc, je voulais au fait dire que nous devons apprendre l'anglais, mais cela n'est pas une garantie. Ça veut dire, c'est pas parce que je viens d'apprendre l'anglais. D'abord que ça ne s'apprend pas à une année, il faut mettre cela à l'esprit, et que maintenant, automatiquement, les grandes opportunités vont m'être offertes. Non. On peut d'abord faire mieux avec ce qu'on connaît déjà. Je parle bien mon français, j'écris bien, je maîtrise les règles, j'essaie de développer mon carnet d'adresses, de le nourrir suffisamment pour que les opportunités, parce que même si vous connaissez l'anglais, généralement aujourd'hui dans les opportunités, il y a l'aspect de l'âge. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, c'est les jeunes journalistes qui sont entre 20 et machin, entre 18 et machin. Ça, ce sont des aspects qu'il ne faut pas oublier. Vous savez, moi, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc je sais qu'il y a désormais des limites où je ne peux pas participer parce que de plus en plus, on donne des jeunes journalistes. On ajoute davantage des jeunes journalistes sortis fréquemment de l'université. Donc, tu vois, c'est de plus en plus où on est en train de limiter les choix. Et je pense qu'on risque de perdre une grande partie de son temps en disant « Ah, c'est l'anglais maintenant. OK, je me consacre sur l'anglais. » Et à ce moment-là, on perd d'autres capacités qui peuvent nous ouvrir des portes où on peut faire. Parce que pour finir sur la question de faire un plan de carrière, ce n'est pas l'anglais qui va changer le plan de carrière. Le plan de carrière, on doit l'avoir construit déjà en amont. Ce n'est pas aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est interdit de le faire. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Mais je pense que nous qui sommes des gens dans les métiers, on a déjà un plan en amont. Chacun a un plan dans son esprit. J'aurais bien voulu finir ma carrière de journaliste, patati patata. OK, maintenant, si aujourd'hui l'aspect de l'anglais s'y met dedans, on ne va pas arrêter ce qu'on fait déjà. Pour dire, bon, maintenant, je me focalise sur l'anglais. Je pense que ça serait, il ne faut pas. Mais
c'est immense, ça veut dire c'est l'avantage au fait de l'anglais, c'est que les anglophones ne réfléchissent pas comme nous. Souvent, nous, si quelqu'un parle les mauvais français, on se moque de lui. Moi, j'ai l'expérience, j'ai passé beaucoup de temps en Allemagne, où je parlais uniquement l'anglais, mais avec mon fond anglais, je n'ai jamais vu quelqu'un se moquer de moi, mais je m'imagine seulement, quelqu'un parlait l'équivalent en français, de toute façon, on va les trouver idiots. Mais au moins, l'avantage, c'est que l'anglais peut s'apprendre en parlant la langue le plus fréquemment possible. Et aussi en utilisant les petits outils à notre disposition. Nous tous, on a Internet. Si vous allez sur des petits outils comme DeepL, vous pouvez traduire aisément et avec presque la promptitude vraiment d'être sûr que c'est à peu près 80% correct et qu'ensuite vous puissiez évoluer petit à petit. Parce que le temps à consacrer pour une étude en anglais, moi j'ai eu ça où on m'a cherché un professeur d'anglais. Lui-même m'a dit, tu sais, ça me met mal à l'aise de te prendre autant de temps parce qu'il faut que tu atteignes un seul seuil. Est-ce qu'entre toi et moi, le prof, il m'a dit, entre toi et moi, on peut s'arranger, ou on écoute un peu, ou tu te coaches un peu toi-même. Et les vrais coachings, c'est de parler le plus l'anglais possible. C'est-à-dire, quand on apprend une langue, il faut avoir les opportunités de la parler le plus de temps possible. Et quelqu'un a dit, même entre journalistes, on glisse des mots en anglais. Ça, c'est la possibilité d'apprendre l'anglais sans en faire, comment je vais dire ça, ça c'est donner une pression qui risque de bloquer les quelques opportunités que nous avons déjà en français. Et je finis mon propos en disant que je pense que nous qui avons des gens de connaissances en français, nous avons déjà des grandes opportunités. Il est question de savoir les dénicher et de les savoir, parce que souvent, quand nous avons des opportunités de postuler, quelqu'un, il lit, il trouve des gens qui non, mais l'offre, c'est très grand. Si c'est là où vous êtes déjà arrivé et que l'offre est là, vous pensez que c'est déjà dans 4 pages. Si déjà vous réfléchissez comme ça, dites-vous, ne continuez plus. Ça veut dire que vous-même, vous venez de vous limiter. Mais déjà, avec ce que nous... Parce que le facteur que nous avons, c'est que souvent, nous ne cherchons pas, nous attendons que les opportunités nous cherchent. Au lieu que nous, on cherche les opportunités. Moi, j'ai toujours dit, au Congo, nous achetons ce qu'on appelle les mégas. Abel, Iragi, Umbo et tous les autres du Congo savent, nous achetons Internet en termes de mégas. Mais vous savez que beaucoup de journalistes gaspillent des gigabytes uniquement sur WhatsApp. J'ai dit, mais c'est pas croyable. On ne peut pas acheter Internet uniquement pour WhatsApp. Moi, quand j'achète Internet parce que je vais vraiment là, au moins 50% de mon temps, je cherche des histoires, des choses, des opportunités. Il suffit de taper concours de manchettes, même dans les Google simples, dans les moteurs simples de Google, concours de journalisme sur la photo, tu vas trouver, je ne sais pas combien qui vont s'afficher là-bas, et c'est à toi maintenant de prendre le temps d'oser, de chercher, d'oser dire, ah ça me concerne parce qu'au moins je suis intéressé par la photo. Donc, merci beaucoup, j'ai été très content. By the way, je voulais dire à l'homme que j'ai écrit quelque chose, je serais très heureux si tu me répondais. J'ai écrit dans les discussions à côté. Merci, je suis désolé, je dois quitter la ligne pour aller m'occuper d'autres choses. Ça a été un grand plaisir. Bye bye. Merci, Kennedy. N'hésitez pas, au cas où je rate le message que vous avez envoyé, de m'écrire aussi sur ce Facebook. Je vous répondrai aussitôt. Merci encore et au revoir. La parole, c'est libre, hein, ceux qui veulent. Alors, moi, je crois que prendre la parole. Ouais, je vais être la oui, prochaine. Là. Vas-y, Gloria. Alors, il faut souligner une chose, en tout cas, moi, c'est vraiment en termes de conclusion, c'est qu'il est important d'apprendre l'anglais, mais en attendant, profitons des opportunités que nous avons aussi en français. Moi, ici, en République démocratique du Congo, je connais bien des journalistes qui apprennent l'anglais, mais qui quand même sont derrière toutes sortes d'opportunités qui se présentent en français, et puis ils s'en sortent bien. Et donc, aussi, il faut partager les informations. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a mon confrère Pancras qui m'a complété. Est-ce que dans le monde francophone, les informations circulent moins? Et parfois, elles peuvent circuler, et puis après, on n'a pas d'aide. Parfois, on a juste besoin qu'on nous dise que non, il faut cliquer là pour avoir accès à cette opportunité, mais on n'a pas d'aide après. Donc, il faut toujours être là les uns pour les autres. Moi, ici, je vois qu'il y a des confrères que je consulte parfois quand j'ai besoin d'aide. Et donc, il est important
d'apprendre l'anglais, mais moins de pression surtout parce qu'on veut craquer. Déjà que nous avons toute une vie à construire tous les jours et des reportages à couvrir, et puis la pression de l'anglais peut faire à ce que nous puissions craquer. Et voilà, et merci beaucoup pour cette opportunité aussi. On espère, après ton congé, avoir une autre de ce genre. Merci, Gloria. Faten, tu voudrais aussi ajouter quelque chose? Est-ce que c'est souvent les sujets aussi qui ne sont pas intéressants pour les journalistes? Je fais du coq à l'âne, hein. Je reviens au début. Par rapport à l'anglais, moi, je voudrais juste dire quelque chose de positif. Peut-être que ça pourrait rassurer des confrères. J'ai 41 ans, donc on a encore de l'espoir. Ne vous inquiétez pas. Première chose. Deuxième chose, il y a des chaînes YouTube exceptionnelles où l'apprentissage se fait graduellement. Je comprends que des journalistes qui ont travaillé toute leur vie en français où la langue est maternelle, la langue officielle au pays, c'est le français. Donc, normalement, la carrière est basée sur cette langue. Il faut démystifier aussi la sacralité de la langue française et je suis certaine que parmi nous, on peut parler 5-6 dialectes des populations de notre pays. Moi, j'ai côtoyé des Syriens, des Libanais, donc ça m'a permis de parler leur dialecte. Bon, moi, pour moi, c'est une langue dérivée de l'arabe. Quand j'étais au Mali, pareil, j'ai parlé à différentes personnes. Quand j'ai travaillé sur des sujets sur les migrants, donc j'ai eu affaire à des migrants qui parlaient en anglais. J'ai été chercher ce qu'ils me disaient quand c'était un peu compliqué. C'était pas vraiment de l'anglais ou alors qu'il y avait beaucoup d'émotions, donc on ne comprenait pas vraiment. Donc tout ça nous rapproche. Il faut juste se dire que la langue est un pont, tout simplement, qui va nous rapporter cette information. Nous avons cette responsabilité de journaliste de ne pas écouter les rédacteurs en chef, de ne pas du tout écouter le concept même d'une rédaction, mais de carrément de tout déstructurer et aller faire ses propres expériences. C'est très important. Nous avons la chance d'avoir Internet et de ne pas l'avoir, parce que comme mon pays aussi, on a des difficultés à se connecter. Du coup, il faut profiter, il faut optimiser son temps, comme avait dit ma consoeur Gloria. Il faut optimiser son temps parce qu'on a beaucoup de choses à côté. Il ne faut pas négliger aussi comme Nous avons perdu Faten et nous sommes à 13h49 GMT. Et je vois un confrère qui se plaint dans le chat. Il dit j'ai plus d'une fois essayé sans être ni lu ni écouté. Bon, est-ce que je me trompe pour les participants simples comme moi, on ne devrait pas intervenir? Monsieur Fidel, si vous êtes là, vous pouvez intervenir. Je pense que ce n'est pas restreint, on ne limite pas la parole. Et je l'ai dit, tout ce qui veut répondre la parole, tout ce qui souhaite prendre la parole peut la prendre. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à lever la main. Nous avons excédé 1 heure. Il faut aussi éviter que les webinaires ou les cafés soient trop longs parce qu'à la fin, on s'épuise, on ne sait plus vraiment quoi dire, c'est plus vraiment structuré. Monsieur Daniel, vous avez levé la main, mais vous n'avez pas parlé depuis qu'on a commencé. Peut-être que vous allez aussi dire un ou 2 mots avant qu'on termine cette session. Monsieur Daniel Chemachi, c'est bien ça. Alors, si Daniel... Voilà, c'est Daniel Chemati. Daniel Chemachi, d'accord. Ok. Chemati. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur Donc, Daniel. c'est Daniel Chemati, j'interviens depuis la RDC. Moi, je vais commencer par remercier, en tout cas, l'initiative, donc féliciter l'initiative. Déjà, j'avais beaucoup de choses à dire, seulement comme j'ai réagi un peu à la fin, c'est un peu compliqué. Mais le problème, je pense qu'il faut insister sur les questions d'organisation. Parce que déjà, si les journalistes, beaucoup de journalistes francophones n'arrivent pas, je voulais revenir un tout petit peu au premier point, à la première partie.
c'est que si beaucoup de journalistes n'arrivent pas à accéder à ce genre de programmes, c'est aussi parce qu'il y a à un certain niveau un problème d'organisation. Ça signifie qu'il n'y a pas un réseautage efficace dans le monde francophone, ce qui met un peu à côté certains journalistes. Ça signifie qu'ils ont un problème d'information. Du côté anglophone, je pense que c'est vraiment une nécessité parce que déjà pour nous, par exemple, le Congolais de l'Est, donc l'Est de la RDC, il y a une nouvelle tendance de l'influence de l'Afrique de l'Est sur la partie Est de la RDC, la région de l'Est de l'Afrique qui est beaucoup plus anglophone, je vais dire. Et donc, avec cette nouvelle tendance, on est vraiment obligé d'apprendre, de s'adapter, d'apprendre l'anglais. C'est donc une nécessité. Je vous félicite encore une fois pour cette initiative parce que nous avons beaucoup bénéficié des interventions des uns et des autres. Merci. Merci à vous, Monsieur Daniel. Pancras, est-ce que tu veux? Ouais, oui, vas-y. Oui, on termine avant 14h quand même. GMT. J'ai envie de rassurer les uns et les autres pour dire qu'en tant que francophone, il est absolument possible de maîtriser correctement l'anglais, même si on a envie d'avoir un niveau élitiste. Plus de 60% des mots anglais ont une résonance française. Si des Chinois qui ne sont pas du tout proches, des Chinois dont le mandarin n'est pas du tout proche du français peuvent parler anglais, c'est clair que des Français qui parlent français, des francophones qui parlent français, dont le français est très proche de l'anglais, peuvent absolument parler anglais. Et j'ai envie de dire que c'est une question de travail continuel, comme l'ont dit les uns et les autres avant moi. Ce n'est pas un jour qu'on finit d'apprendre l'anglais. Juste le fait de placer un ou deux mots à chaque discussion permet au fil du temps de mémoriser quelques mots. Deuxième point, j'ai envie de dire que le plan de carrière dont j'ai commencé par parler premièrement est fondamental et est presque la base de tout parce que c'est ça qui vous permet de définir des objectifs et de pouvoir cibler vos intérêts pour tel ou tel webinaire en fonction de ces objectifs-là. Et puis pour finir, j'ai envie de dire aux uns et aux autres que malgré ma jeune carrière, bien sûr, que c'est tout à fait possible de progresser dans cette profession qui paraît compliquée et complexe. Les doyens Kossi, Valao, et Noël Tadéon, Victor Ekwabebe, François Roudot, Gérard Guédegbe, Isaac Wingbe de All for Science, pour ne citer que ceux-là, montrent à suffisance que c'est toujours possible de progresser. Il suffit d'accepter de faire le sacrifice. Si l'anglais aujourd'hui, par exemple, pour ne citer que celui-là, si l'anglais peut être considéré comme une injustice, l'anglais peut aussi être considéré comme un atout, parce que c'est toujours un atout, c'est toujours très bien de pouvoir parler plusieurs langues, pas seulement pour les opportunités dans le métier, mais pour être ouvert à d'autres cultures. Donc, j'ai envie de dire qu'il est plus que jamais important qu'on prenne conscience de notre nécessité de se positionner, de notre nécessité d'accepter de consentir des sacrifices et de cette nécessité-là, eh bien, de se mettre à l'anglais progressivement. J'espère que ça va pouvoir aller. Corsi, une fois encore, merci pour cette initiative. Merci d'avoir touché cette problématique importante, même si elle est très délicate, parce qu'on n'aime pas souvent se remettre en cause. En tout cas, merci quand même. Le thème de ce café, c'est pourquoi les webinaires suscitent peu d'engagement chez les journalistes, mais nous avons remarqué que nous étions quand même un peu nombreux au début de ce café, moins de 50. Après 1 heure, nous étions 33 et là, nous sommes 24. Il y a certains qui sont partis à cause certainement des urgences, d'autres choses à faire, d'autres occupations. Mais nous sommes restés, nous sommes actuellement 24 participants. Bravo, merci à tous ceux qui sont restés depuis le début jusqu'à cette heure.
nous avons banalement fait, mine de rien, 2 heures de temps à discuter de pourquoi les journalistes ne sont pas francophones, ne sont pas assez nombreux lors des webinaires et pourquoi aussi est-ce que l'anglais est une nécessité, est-ce que les journalistes francophones ont une impérieuse nécessité d'apprendre l'anglais. Et je pense que quand il faut voter, si nous étions dans un webinaire démocratique, je pense que c'est le oui qui l'emporte en fait. La plupart des réponses ou la plupart des interventions concèdent qu'il faut quand même que le journaliste francophone apprenne l'anglais, que c'est un atout, c'est un outil aussi indispensable, il y aurait plus d'opportunités. Moi, je voudrais terminer avec la phrase d'un formateur, quelqu'un que nous invitons régulièrement pour former les confrères, le professeur de journalisme à l'UQAM au Québec, M. Patrick White, qui a une fois dit au cours d'un webinaire, alors qu'il était notre invité, il a dit que nous sommes des éternels étudiants. Il est professeur, mais il nous dit que nous sommes des éternels étudiants. Je pense que si en tant que journaliste, avec cette philosophie d'éternel étudiant, on se met tout le temps à se former. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus, on parle d'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est une notion vieille, mais il faut que les journalistes, par exemple, se mettent aussi à se former à cet outil, comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne. On parle d'OSINT, par exemple, l'open source intelligent. C'est des outils. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire le journalisme comme on le pratiquait dans les années 50, 60, 70, 80, 90. Je pense que c'est un métier aussi qui se démocratise et il faut ne pas, il faut pas être le wagon de derrière. Il faut apprendre, il faut mettre à jour ses compétences, il faut affiner ses compétences. Et si l'anglais aussi fait partie des compétences qu'il faut acquérir, alors allons-y et mettons-nous à l'apprentissage de l'anglais si c'est nécessaire pour nous et si ça entre dans nos plans de carrière. Encore une fois, merci encore pour vous, monsieur Umbo Salama, Patrick Félix Abeli, Youssou Sissé, Pancrate, Iragi Elisha, Gloria, Anisette Akouvi, Rachidou Zakari, François Mba, Mawede Makoto, Daniel Chemasi, Faten Ayed. Il y a un exercice qu'on aurait dû faire au début, c'est de voir qui sont les pays présents. Je pense que la RDC l'emporte suffisamment. Vous êtes assez nombreux à ce webinaire. À côté, il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal aussi. Youssou, je ne vous oublie pas, hein, il y a le Sénégal aussi qui est là. Je ne sais pas si j'ai vu la Guinée ou si j'ai vu par exemple le Mali ou le Niger. J'aurais aimé aussi voir un journaliste du Niger. Je sais que vous savez pourquoi, mais vous ne savez pas pourquoi. Mais quand même, j'aurais aimé voir un journaliste aussi du Niger discuter avec nous. Voilà. Bon, on aura la chance d'organiser encore une autre session, mais je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée. Merci encore pour votre disponibilité, pour votre temps, pour aussi la qualité des échanges. Je pense qu'on ne s'arrête pas ici, mais dans le groupe WhatsApp, on continuera à discuter de ce beau métier. Au revoir et bonne fin d'après-midi pour vous. Je n'ai pas vu vos tasses de café, mais quand même, voici la mienne. Au revoir. Bye bye. Allez, salut tout le monde. Au revoir. C'était un plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.